Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec la team Shan, c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler. Julien est avec nous. Julien, ça va ? Ça va bien. Bonjour, On t'avait déjà entendu, Julien, sur le podcast justement sur Shan. Et là, aujourd'hui, on va encore parler de Shan. On va faire un one-shot. On vous l'avait promis dans le dernier podcast. On avait dit que c'était bien de parler du jeu, mais qu'à un moment donné, il faudrait peut-être jouer. Et c'est ce qu'on va faire. Nous sommes avec Marc également. Bonjour. J'aurais déclaré premier testeur de Shan, paraît-il. Toi, t'es parmi les testeur officiel. Testeur officiel, voilà. Super pote de Julien, vous le connaissez depuis longtemps, et donc du coup, Julien, tu te sers de Marc pour faire tes petites expériences. Ouais, cobaye. Ça fait sale quand tu dis ça. Vous reconnaissez la voix de Vincent L. D'habitude, qu'on présente comme celui de chez Sci-Fi Universe d'en face. Aussi. Mais là, aujourd'hui, tu viens en représentant de Shan. C'est toi qui vas nous maîtriser la partie, si j'ai bien compris. J'ai été désigné volontaire. D'office. Voilà, d'office. Donc, oui. Donc voilà. Alors logiquement, Igor devrait être avec nous, mais il n'a pas pu venir. Il avait piscine. Il avait piscine. Voilà. Donc du coup, nous allons faire ce podcast sans lui, mais bien sûr, son esprit est avec nous. Alors Vincent. Son âme. Vincent. Oui. On va peut-être pas. Est-ce que tu veux réexpliquer brièvement ce que c'est que Shan ? Brièvement. Ouais, d'accord. Bon, ok. On peut essayer. On peut essayer. Bon, déjà, c'est un jeu de rôle. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, après, sur la cellule, on teste que des jeux de rôle, a priori. Bon, bah voilà. Bon. Donc, on est plutôt dans le thème. C'est un jeu de rôle donc, de science fantasy. En tout cas, c'est comme ça qu'Igor le décrit. Donc, une contraction entre science-fiction et héroïque fantasy. C'est bien. Ça se passe sur une autre planète, quelque part dans l'univers. Une planète qui a des caractéristiques d'un monde héroïque fantasy, quelques caractéristiques d'héroïque fantasy, notamment le fait que la magie y existe. D'accord. Et sur cette planète va un jour débarquer l'humain qui ne connaît pas la magie, qui ne comprend pas la magie. D'accord, ouais. Lui, est plus plus bardé de technologie en fait. D'accord. Et c'est le choc des cultures, la confrontation entre deux mondes, entre d'un côté l'humain colonisateur qui cherchait une planète sur laquelle s'installer, qui a vu des ploucs sur cette planète, enfin je veux dire des autochtones, des autochtones, et qui a décidé de la coloniser. C'est l'opposition magie-technologie, puisque dans l'univers de Shan, la magie est utilisée de manière très pratique. Tu vois, c'est-à-dire que dans un univers médiéval fantastique, si tu veux, un mage, ça fait des trucs sympas, des projectiles magiques, ce genre de choses, mais ça fait rien qui améliore le quotidien des gens, quoi. D'accord, ouais. Là, quand tu as, des magiciens qui, par exemple, peuvent téléporter des gens, ça sert à rien de faire des lignes de chemin de fer ou des couloirs aériens. Tu payes quelqu'un qui va te téléporter quelque part. Donc, voilà. Donc d'extérieur, effectivement, tu peux sembler être arriéré à partir du moment où tu considères que l'évolution passe forcément par la technologie, ce que considèrent les humains. Voilà, ce qui n'est pas si simple que ça. Donc ouais, l'intérêt souvent souligné de Shan, c'est qu'on joue des gens qui sont colonisés en fait, et non pas les colonisateurs. Voilà, qui étaient colonisés. Puisque dans la nouvelle édition, ils ne sont plus vraiment colonisés. D'accord, très bien. Ils ne sont officiellement plus colonisés. Mais oui, dans la première édition, on jouait des esclaves. Les humains avaient gagné, avaient asservi la population qui n'était bonne qu'à travailler jusqu'à en mourir pour le bien-être des humains. Et aujourd'hui, les Éotiens se sont révoltés, ont renversé le pouvoir humain, le pouvoir théocratique humain. Et du coup, on récupérait leur liberté, ou en tout cas un semblant de liberté. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. D'accord, ok, très bien. Alors, le système de jeu, le système de résolution. Alors, système de jeu, c'est un jeu de rôle classique, traditionnel, classique, avec un meneur de jeu. Ludiste, d'accord, ouais, c'est bien, non, mais c'est bien, précisons. Donc le système de jeu, c'était une des faiblesses de la première édition. Ouais, c'est parti de là, en fait. Voilà, ça partait de là. La réédition est partie de là. Ouais, et du fait d'écrire une campagne également, mais aussi de remanier le système pour qu'il soit plus jouable, plus agréable à jouer, qu'il s'inscrive mieux dans le jeu, dans le jeu de rôle, quoi. C'est vraiment cette réédition est motivée par l'idée qu'avec Shan, l'ancien système, on n'explorait qu'un seul des aspects de l'univers et que vous aviez envie d'explorer davantage, un peu plus. On était très bridés dans la première édition, à la fois par le fait qu'on jouait des résistants, donc on est toujours en fuite, toujours dans l'anonymat et contraint. L'infiltration, on disait ça en préparation du podcast.
Côté infiltration, survie. Oui, puis avec les humains avaient droit de vie ou de mort sur les Éotiens. Et effectivement, quand tu joues au jeu de rôle, enfin, je veux dire, les joueurs sont rarement très efficaces tout le temps. Ils se font avoir un certain nombre de fois. Ouais. Donc c'est-à-dire que voilà, normalement, on devrait les exécuter à chaque fois. Bon, voilà, une fois ils vont en prison, 2 fois, bon, ils vont en prison quand même, 3 fois, allez, ils continuent à aller en prison, ouais. Mais voilà, ça se voit, ça commence à se voir au bout d'un moment que voilà, on joue pas le truc jusqu'au bout. Donc l'idée, c'était un peu d'enlever certaines barrières au background de la première édition, qui se justifiaient, mais qui d'un point de vue ludique, voilà, bridaient vraiment tout ce qu'on pouvait faire. Ouais. Pour partir plus dans l'exploration également du monde, et tout son aspect onirique, ses curiosités, et partir plus dans le voyage, vraiment. D'accord, super. Donc ça c'est du coup si j'ose dire, les joueurs, le rôle d'un joueur dans Shan, ça va être justement d'explorer son personnage et l'univers, le bac à sable en fait décrit par le meneur de jeu, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a aussi des missions à résoudre, comment les joueurs sont rassemblés? Alors vous aviez parlé dans le dernier podcast d'un Shani, c'est-à-dire d'une team de PJ en fait. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous attendez d'un joueur de Shan? Idéalement, vous attendez. Je vais jouer. Moi, je découvre le jeu là, le nouveau jeu en tout cas, parce que j'avais joué à la première édition. Hein. Mais là, je découvre le nouveau jeu. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Quel va être mon rôle en tant que joueur? L'enquête. C'est-à-dire que ça dépend aussi beaucoup de ce que les joueurs veulent faire. C'est-à-dire, on peut à peu près tout faire dans Shan. Si les joueurs veulent créer un groupe de commerçants qui part pour faire du troc ou arnaquer les gens, c'est possible. S'ils veulent partir en infiltration, espionnage, c'est possible. Enfin bon, ça va dépendre du groupe des joueurs. Ça va dépendre du groupe des joueurs. Alors nous, on propose donc le principe de l'itinérance dans le livre de base. Je sais pas si tu veux le décrire. Julien. Oui, c'est en fait justement comme les Éotiens sont revenus au pouvoir, ont repris le pouvoir politique, mais les humains sont toujours là et ont toujours la puissance financière. Le rôle des joueurs, ça va être de refonder la civilisation éotienne et de résoudre tous les problèmes qui ont pu se passer sur le continent, parce que le continent est vaste. Ok, on a repris le pouvoir d'un côté central, depuis la capitale, mais il y a tout un tas de terres inexplorées où l'humain est encore très présent, où il y a des embrouilles, l'humain continue à comploter. Donc c'est refonder sa civilisation. Les itinérants vont aller comme ça de village en ville pour rapporter l'équilibre dans le monde et faire revivre cet esprit éotien. D'accord, ouais. Ouais, d'accord. La clé d'entrée la plus simple, typiquement le jeu de mission, on arrive dans une ville, on va... il y a des conflits liés à l'ancienne guerre, il va falloir les résoudre, pacifier la zone, etc. Mais ce n'est qu'une clé d'entrée. On pourrait, pour commencer le jeu, c'est vraiment le plus simple, mais après on peut partir. Vraiment, vous proposez un jeu qui va dépendre du groupe, vraiment des joueurs. Si on est commerçant, du coup, les enjeux de la mission vont être différents. Ça va être pouvoir pacifier une route commerciale, ou au contraire faire commerce de telle ou telle denrée parce que vous savez que ça va augmenter les relations entre deux peuplades différentes. Concurrencer une grosse entreprise humaine. D'accord. On peut même imaginer. C'est vraiment du bac à sable pour jouer des Nécrosiens, donc qui sont les grands méchants, on va dire, de l'univers de Shan, qui cherchent à revenir du côté lumineux, par exemple. Là, plus pour des joueurs qui ont l'habitude de l'univers et qui connaissent bien tous les mécanismes, mais c'est aussi possible. Et le rôle du meneur, du coup, c'est plutôt de s'adapter à ces joueurs. Il est plutôt guide des joueurs. C'est-à-dire quand on crée les personnages au départ, on crée des motivations pour chacun des personnages, des motivations pour le groupe aussi. Et c'est ça qui va aussi guider Très bien. La couleur de la campagne, en fait. D'accord, impeccable. On a beaucoup de scénarios prévus et qui seront publiés dans la gamme Shan. Mais on a également développé tout un atlas, donc tout le continent principal est décrit, avec les villes principales, les peuples principaux, les notables, ce qu'on appelle donc les personnages vraiment importants. Donc ça va faire de la matière dans laquelle le meneur va pouvoir piocher. Et c'est les joueurs qui vont se dire nos personnages décident de se rendre à cet endroit pour telle raison. Et le meneur a déjà une base bien définie pour broder ensuite par-dessus, C'est ça en fait, les livres de base finalement ont cet aspect de presque guide touristique où on va avoir vraiment toutes les villes qui vont être très très bien détaillées de façon à ce que les joueurs et ceux qui prennent le bouquin de Shan fassent ce qu'ils veulent dans ce contexte qui est bien détaillé. Plus les suppléments en fait. Il y a la base dans le livre de base, après l'atlas il est vraiment réparti dans les suppléments et les diverses régions dans les suppléments aussi.
Alors bien sûr, des focus particuliers. Et après, bien sûr, j'imagine que cet atlas est très orienté vers les peuplades et différentes civilisations et les tensions qui peuvent les occuper. Parce que on sait, enfin, ça c'est peut-être quelque chose que les auditeurs savent pas, mais c'est vrai que Shan, c'est aussi un jeu dans lequel il y a énormément de peuplades différentes, parfois même avec des sensations différentes. Et donc, les enjeux de survie et de pouvoir pour tous ces peuplades sont différents. Et donc, c'est vraiment ça le nœud de Shan. Donc, l'univers est quand même orienté dans la manière dont il est décrit vers ce genre de conflit et vers la résolution de ce genre de conflit pour le coup. Voilà, parce que sinon, on sait pas trop ce qu'on vient faire dans Shan, alors que c'est évident. Mais encore une fois, on vous renvoie au podcast qu'on avait enregistré la dernière fois. On avait décrit ça bien en détail avec Julien, Vincent et Igor qui étaient là. Par contre, Marc n'était pas là, toujours là. Non. Mais on a un retour d'expérience sur la campagne là actuellement sur le fait que justement la composition du groupe en termes de personnages, de leurs origines et leurs objectifs influe beaucoup sur le déroulement du scénario, de la campagne et des orientations qu'on peut lui donner. Des dynamiques de groupe aussi. Oui. Mais bon, du coup, le jeu prévoit cela puisqu'il permet de créer le groupe et tout. Au départ, il va y avoir le Shani justement qui va être à créer. Tu vas nous proposer de créer des persos là cet après-midi ou non? Oui. Ok, d'accord, très bien. Bon, ben on peut y aller alors. On y va. Au niveau du système de résolution, on ne dit rien. On verra, on expliquera. Une rapide présentation. Rapide, parce que je pense quand même. Alors, le système et le système de résolution est basé sur certaines spécificités du background en fait. Dans l'univers de Shan, les individus sont constitués de trines, donc ils sont des trines de corps, ce qui est à réalité physique, des trines d'esprit, ce qui est à réalité mentale et psychologique, et des trines d'âme, ce qui est à sensibilité. D'accord. Et le système de jeu fonctionne là-dessus. C'est-à-dire que tes caractéristiques sont des trines de corps, d'âme et d'esprit qui vont à la fois des caractéristiques, des points de vie, des points de défense, et qui vont constituer ce que tu es. Et autour de ça, tout un cercle de domaines qui vont représenter là du coup ce que tu sais faire. D'accord, ok. Avec un principe très général, c'est-à-dire tu as par exemple le domaine de combat. Ensuite, si tu as un score dans le domaine de combat, c'est sur toutes les armes, tous les types de maniement d'armes, avec après certaines spécialités qui vont te permettre d'être un peu plus fort dans certaines spécificités, quoi. Mais globalement, c'est un système très générique de compétences, des gros pôles de compétences. Et ces pôles de compétences correspondent aussi aux castes qui structurent la société éotienne. D'accord, ok. Donc en fait, tes caracs, c'est un peu les constituantes de l'univers, et tes compétences, c'est les constituantes de la société éotienne. C'est ça. Je suis mon. Non mais c'est. Bien sûr, je comprends parfaitement parce que en bon Wittgensteinien, si j'ose dire, il y a une phrase de Wittgenstein qui dit je suis le microcosme. C'est-à-dire en gros, je suis juste un mini univers de tout ce qui m'entoure. Je suis en fait l'individu en lui-même. Si on creuse dans l'individu en lui-même, on trouvera toutes les constituantes de l'univers. Donc, ça me parle parfaitement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on sent que dans l'individu, dans Shan, on retrouve toutes les constituantes de l'univers et de la sociologie C'est ce qu'avait créé Igor, c'est ce qu'il appelait le cercle des réalités dans la première édition. Et le cercle, ta feuille de personnage est ton cercle des réalités, en fait. Le cercle des réalités s'applique aussi bien à l'univers dans ce qu'il y a de plus grand, comme à toi. Et là, en l'occurrence, le système de résolution, c'est ton cercle des réalités. C'est intéressant parce qu'on voit que ici, c'est le système de résolution qui finalement reflète la métaphysique de Shan. Ce cercle peut aussi s'appuyer donc sur le personnage, mais aussi sur le Shani, qui va être un groupe de personnages, sur un peuple, sur une ville. C'est fractal, c'est-à-dire qu'à toutes les échelles d'individualité, on retrouve la trine. Voilà, c'est ça. Et dans l'Atlas, par exemple, chaque lieu est présenté selon son cercle des réalités, avec des caractéristiques, donc les trines et les domaines qui sont exactement les mêmes que sur une feuille de personnage. Pour une ville, ça s'applique à tout, en fait. Pour une ville, le corps d'une ville, ça va être sa domination militaire. L'âme d'une ville, ça va être sa domination culturelle. Et l'esprit, sa domination économique, par exemple. Ça me plaît énormément. Bon, on joue. J'ai hâte de jouer, là. Vraiment de voir justement comment cette espèce d'esprit métaphysique qui plane sur tous les objets du monde de Shan influence le jeu. Ça va être très intéressant. Allez, à tout de suite, on y va, on joue. Bon, ben voilà, fin de la partie de Shan. Entre-temps, on a quand même été mangé. On a un peu discuté des éditeurs, tout ça. Ils ont commencé à me chauffer sur les questions d'indépendance.
Oh merde. Ah, putain, ils sont dans la merde là. Je vais me fâcher. Je suis pas content. Donc, il y avait du kangourou quand même. Déjà, c'est vrai. Il y avait un saucisson de kangourou qui était fameux, et qui avait goût en fait pas du tout de kangourou. Hein. Qui avait goût de quoi? J'ai jamais mangé de kangourou moi. Donc c'est totale digression, hein, ce début de podcast. Alors, je sais pas trop par où commencer. Je pense que le mieux, c'est de vous poser la question déjà à vous, puisque vous êtes les auteurs. Donc là, je suis tout seul face à 3 auteurs d'un jeu, donc quand je vais avoir des critiques négatives... Toi, t'es testeur, donc, tu vois. Est-ce que c'était une partie typique de Shan qu'on a fait là? Est-ce que ça ressemble vraiment à une partie telle que vous les avez en général en tant que meneur? Julien, Vincent? Oui, moi, oui. Enfin, oui, ça, c'est un scénario que j'ai beaucoup fait tourner en convention, et oui, c'était assez typique, en fait. La boîte à esprit, c'est un scénario où il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de happy end possible où on gagne sur tous les niveaux. Il y a forcément une fin en demi-teinte, plus ou moins sombre. Et donc du coup, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé ici. Quoi. D'accord. Est-ce que on va, Julien, est-ce que ça ressemblait à une partie de Shan Ouais. Pour information, c'est un scénario qui est disponible sur notre site shan-rpg.com. Ouais, ça va vous permettre aussi de suivre ce podcast. Donc c'est le scénario qui fait suite au kit d'initiation. Il y a déjà un scénario qui fait passer le rite d'itinérance, et donc qui est plus technique pour découvrir le système de jeu. Et là, la boîte à esprit, ça va être un scénario plus pour découvrir un peu l'univers. Alors, petite variante qu'a introduit Vincent, c'est que normalement, il y avait un poil plus de diversité de peuples et de races. D'accord. Ouais. Là, on a été confronté à 2 peuples Woon. D'accord. Ouais. Ce qui a axé l'ambiance sur une des races en particulier. Tout à fait. Et il y a moyen de mixer ça un peu. Sur le scénario officiel, c'est un peuple de Woon et un peuple de Boréal. D'accord. Donc ça met une petite diversité et puis une ambiance un peu plus nocturne parce que les Boréales voient dans la nuit et du coup agissent plus de nuit que de jour. D'accord. En fait, si tu veux, c'est un scénario que, j'ai modifié un peu le scénario qu'il y a sur le site officiel pour que ce soit un scénario qui soit jouable en convention dans un temps imparti très court en fait. En général, comme un temps variable, c'est ce que tu disais. Ouais, variable. C'est ça. Quand on me dit voilà, t'as 4 heures ou 3 heures présentation de l'univers compris, ça me permettait aussi d'accès. Enfin, c'était plus simple quand il y avait une peuplade, si tu veux. Et donc du coup, j'ai repris ici exactement le même format que ce que j'avais pu faire. Alors l'avantage des Woon, c'est pour les présenter rapidement pour nos éditeurs, c'est que ce sont des créatures qui sont très robustes, très grandes. Ce sont des machos qui se servent un peu de leurs femmes pour faire tout partout. C'est d'ailleurs un gag un peu récurrent quand on joue. On se fout un peu finalement de la tronche des Woon parce qu'ils ne savent rien faire, ils ne savent que boire, s'amuser, etc. Et ça, finalement, c'est les femmes qui tiennent tout, quoi. Ça, c'est une race. Ah, tu m'obliges à dire ce mot, Julien. Je teste une race qui est assez intéressante. Et donc, du coup, ça ajoute aussi de l'humour. Et ça donne au scénario une tonalité qui est variable. Si on est face à une table de joueurs qui vont être plutôt dans l'humour et tout, on va pouvoir axer sur le côté macho des Woon et donc les ridiculiser, en fait, en faire des personnages un peu humoristiques, à mettre l'accent justement sur le fait qu'ils soient totalement soumis à leur femme de par le fait qu'ils ne fassent rien, etc. Ou alors, si on est avec des joueurs qui sont plutôt graves et qui mettent l'accent sur des choses graves, eh ben le jeu peut aussi prendre une tonalité très grave en fait. Donc du coup, ça te donne, je pense, les Woons, ça te donne une variation intéressante. D'autant plus que je tiens à te féliciter tout de suite, Vincent, tu joues très bien le Woon. J'ai bien rigolé en te regardant jouer le Woon. On sent la sévérité. Ouais, c'était vraiment pas mal. Je me suis vraiment marré à devoir jouer du Woon. De toute façon, le scénario finit forcément sur une tonalité grave. D'accord. Ouais. À la fin, tu as un choix à faire, un choix compliqué, mais tu peux commencer le début dans l'humoristique. Alors le risque, c'est aussi de quand tu fais ça en scénario d'introduction, de limiter les Woon à cette image un peu primitive, ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'on joue dans une tribu primitive, enfin un peu éloignée de toute forme de civilisation, quoi. Et c'est le propre de Shan en général. C'est un jeu avec pas mal d'humour dedans, mais qui mêle justement des thèmes assez graves de façon un peu légère comme ça. Ouais, c'est très bien vu ça. C'est vraiment très très bien vu. Marc, ça ressemblait à une partie de Shan ce qu'on avait fait ce soir?
cet après-midi. Oui, tout à fait. Impeccable. Et ben c'est bien, comme ça on a une partie prototypique et puis je vais pouvoir bien la critiquer, bien vous défoncer la gueule. Alors donc c'est parfait, je voulais m'en assurer d'abord parce qu'après on me dit oui mais c'est une partie de one shot, tu pouvais pas juger, etc. Alors au début on a eu un petit débat avec Vincent, je sais plus si c'était dans les micros ou pas, on se demandait si Shan était finalement un jeu simulationniste ou ludiste. C'était même pas un débat, moi en introduction du podcast je t'ai dit que c'était un jeu ludiste. Voilà, et moi je te disais non, je pense que c'est un jeu simulationniste. Et pourquoi je pensais ça ? Parce que, t'as vu, j'en parle déjà au passé. Je pensais ça parce que le jeu te propose d'explorer, il te propose un voyage. On voit qu'il y a des races. Ah, Julien, je te déteste. Des races différentes. On aura l'occasion de revenir là-dessus parce que tu avais posté un commentaire là-dessus sur le blog de la cellule. On aura l'occasion d'en parler. Donc, on a l'impression qu'on va explorer en fait des êtres différents. Tu vois, la façon désolé pour l'autopromo, mais la façon de Sens Néant, où on joue des extraterrestres et donc le jeu nous invite à jouer l'effet que ça fait d'être cet extraterrestre-là. Donc je me disais, ça va être de l'exploration simulationniste. En plus, il semblait que les domaines et les trines, que ce soit l'âme, l'esprit, le corps pour les trines ou les domaines, donc je te rappelle, la technique, le savoir, le social, l'art, le shan, la magie, les rituels, la survie, le combat et finalement la nécrose, je pensais que ce seraient des couleurs qui nous inviteraient à jouer dans telle tonalité. Toutes les ingrédients du sim étaient réunis en fait. Et y compris même dans le choix que vous laissez au joueur de choisir la manière dont il va résoudre un problème. Mais en fait, c'est pas du tout sim, tu as totalement raison, c'est totalement ludiste. Et on va voir justement les mécaniques et on va expliquer pourquoi. Pour expliquer pourquoi, je vais commencer par raconter ce qu'on a fait ce soir. Enfin, cet après-midi, pardon. Ce qu'on a tenté, oui. Non, mais justement, c'est très important. Dans le simulationnisme, on peut jamais rater parce que comme on est là pour explorer, généralement on est plutôt là dans l'effet que ça fait de faire quelque chose, si tu veux, et donc même l'effet que ça fait de rater, ça fait partie du jeu, etc. Là, le but, c'est vraiment de réussir. Et en fait, si on regarde bien le scénario, je suis désolé, je vais spoiler le scénario, oui, ça vous pose aucun problème. Si on regarde bien la structure du scénario si on peut appeler ça un scénario d'ailleurs, une épreuve, moi j'appellerais ça, de Vincent, c'est en fait Partie 1, on arrive sur un champ de bataille. On est en plein milieu. Qu'est-ce que vous faites ? Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un problème. Et ce problème, on doit le résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se tourne vers notre fiche de personnage, on regarde ce qu'on a, les trines dont on dispose, les domaines dont on dispose, et on cherche, en tant que joueur, la solution, la meilleure solution, la façon d'optimiser notre personnage de façon à se sortir de ce problème. Et ça, c'est vraiment une dynamique ludiste par excellente. Qu'est-ce que c'est qu'une dynamique ludiste ? C'est quand un joueur est en compétition avec les autres ou avec le jeu pour réussir le mieux possible une action donnée, résoudre le mieux possible un problème donné. Première scène, c'est exactement ce que tu nous proposes. Donc là, j'étais là, oui, bon, alors pour l'instant, ça ressemble à une dynamique. Mais en fait, là, on était en train de résoudre un problème. Ça va Ouais. En plus, l'introduction, c'est vraiment du scénario d'initiation, si tu veux. C'est-à-dire que cette scène où tu es en plein milieu d'un champ de bataille, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, tout ce que tu décris, ça sert aussi à expliquer le système de jeu, si tu veux. Il y a quand même une idée pratique derrière. Tutoriel, en fait. Voilà, tutoriel. Parce que là, du coup, tu vas avoir plusieurs solutions. Alors, en fait, oui, c'est justement ça, c'est vraiment un des points forts, je trouve, de ce jeu de Shan, hein, c'est le fait qu'on puisse résoudre des épreuves ou avec pas une compétence qui est marquée sur la feuille, on cherchait laquelle, on a 23% et salut. Exactement. On a 3, 4, 5 possibilités parfois pour alors justement, quelles sont-elles ces possibilités, Marc ? Vas-y, puisque tu as pris la parole et que tu connais mieux le jeu que moi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a 3 finalement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 domaines en fait. On peut au moins 4. Pardon, oui, exact. J'en ai oublié un parce que moi, je l'ai pas joué. Parce qu'on ne l'a pas joué cet après-midi. On est moins nécrosé. Globalement, il y en a surtout 3. Corps, esprit, âme, sur lesquels on peut tenter de résoudre la problématique donnée. Exactement. Donc, par exemple, quand on est particulièrement attentif, on essaye de repérer quelque chose qui se passe. On peut tenter de le faire encore survie, par exemple, avec de la vigilance pure. Donc voilà, on va utiliser ses yeux, ses oreilles. On peut aussi le faire en âme,
en utilisant plutôt son intuition. Tout à fait. Et puis, dans certaines situations, on peut même le faire en esprit, en analysant de manière rationnelle l'environnement pour essayer d'y déceler des indices qui permettraient de repérer quelque chose. Alors ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'en fait, on est confronté à un problème et on a finalement 4 clés pour le résoudre. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour résumer à gros traits. On va pouvoir attaquer le problème du point de vue de l'esprit, c'est-à-dire réfléchir, utiliser son savoir, ses techniques, son savoir-faire et ses capacités sociales pour résoudre le problème. On se retrouve finalement exactement comme dans un jeu à la Dogs in the Vineyard en esprit, à pouvoir faire tomber l'arme à feu qui est en face de nous par l'intelligence, en disant oui mais j'avais prévu qu'il sortirait son arme et au préalable, alors non ça c'est plutôt le Shan, mais je sais pas comment dire, je sais que cette végétation là par exemple résiste à l'épreuve des balles, à un moment donné on l'a fait, et donc du coup je choisis de me cacher derrière cet arbre là plutôt que cet autre pour résister à une balle, et du coup je vais utiliser mon savoir comme armure pour résoudre le problème alors que c'est un problème physique et qu'il demanderait a priori un jet d'esquive dans Cthulhu. Là, on va pouvoir utiliser son personnage, les points forts de son personnage pour réussir l'action. Donc, ça nous pousse à optimiser les données de notre personnage pour résoudre un problème. Si j'ai un perso qui est intelligent, en tant que joueur, je dois réfléchir à la façon dont l'intelligence peut me sortir du problème donné. Ça, c'est l'esprit. On a l'âme. Alors, l'âme, Julien, tu vas nous l'expliquer parce que c'est toi qui as joué le personnage âme. Ouais, j'ai joué un artiste, un Woon d'ailleurs, qui était dans son élément au milieu de tous ces Woon, cuisinier. Alors imagine que quelqu'un sorte un gun. Comment, avec l'âme, tu fais pour... Moi, par exemple, dans la première scène de combat, je me suis retrouvé au milieu de la mêlée et j'ai plutôt essayé de calmer les âmes belliqueuses en agitant mon bâton, en faisant des bruits mélodieux avec mon bâton plein de cailloux, de gris-gris. C'est ça, avec tes colifichets. De la terre, ouais. Sachant que toi, tu étais un Woon en plus, donc dans le contexte, tu pouvais incanter des rituels. Mais c'était plutôt le côté justement un peu rite de Shan, rite apaisant. C'est génial ça. En âme, quoi. Ou ça peut être par la musique, ça peut être. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé fabuleux dans cette partie. Alors, j'aurais voulu en parler plus tard parce que ça se passe plus tard dans l'histoire, mais c'est le moment où tu décris le militaire. C'est un mercenaire. Il a des guns, il a des armes, il a une armure, il est en mode super balèze. Et parce que finalement, vos deux personnages, le Féling de Marc et le Woon de Julien, vous réussissez à atteindre son score en âme, il baisse les armes, il abandonne, et tout penaud, il se met à genoux devant vous et il vous implore de lui laisser la vie. Alors que, moi je trouve ça génial, c'est des super scènes. Physiquement, c'était perdu pour vous. Physiquement, c'est perdu pour nous. Le combat physique, c'est perdu pour nous. Ils réussissent, par le biais de l'âme, à faire s'agenouiller ce militaire et à dire ok, on cesse le combat. Je sais plus comment tu l'as joué, c'était poignant, c'était une très belle scène de jeu de rôle. C'est-à-dire que le mec, on se dit non mais c'est, et au final à l'âme, vous réussissez à le grignoter à l'âme de façon à ce qu'il baisse les bras et qu'il abandonne et qu'il se rende en fait. Et là il commence à nous lire ses droits en disant oui, j'ai le droit à tel truc et tout, vous devez me faire passer devant un tribunal, vous avez pas le droit de m'abattre froidement. Enfin, j'ai trouvé ça mais génial. Alors, parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'âme, l'esprit et le corps, dont on va parler après, parce que le corps, bon, on imagine bien, le mec sort son gun, comment on va faire pour résoudre le problème encore ? On va sortir le sien, on va le flinguer, ou alors on va faire une clé de bras pour le désarmer, tu vois. Enfin, ça semble assez évident. C'est plus palpable. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces trines servent aussi de point de vie. Et donc, la personne qui commence avec un esprit à 9 peut se retrouver totalement, alors c'est pas démoralisé, mais hébété, on va dire, dans un combat parce qu'il a perdu l'intégralité de son esprit. Et là, ce qu'il faut dire, c'est que le jeu, c'est extrêmement difficile de réussir des actions dans Shan. Mais c'est pensé. C'est-à-dire que c'est parce que... Non, c'est facile. Non, je suis pas d'accord avec toi, Vincent. Ah si. Non, du point de vue oui, c'est facile, mais ça te coûte cher. Oui, ça te coûte cher, mais t'as réussi pratiquement toutes tes actions. Alors, ce que je veux dire, ça t'a amené à un point de faiblesse à la fin énorme. Mais... Alors, ce que je veux dire, Vincent, excuse-moi, c'est vrai, je me suis mal exprimé, t'as raison. Ce que je veux dire, c'est que c'est très facile de réussir, oui, mais c'est très difficile de réussir sans perdre quelque chose. C'est-à-dire la réussite. C'est toi qui. Enfin, sur tes scores, t'as eu grosso modo une chance sur 2, quoi, à chaque fois. Non. On avait des domaines à 5, donc. Une chance sur 2, un domaine à 5. Arrêtez, les gars. Moi, j'avais un domaine à 6,
un domaine A5, un domaine A4. J'ai 1, 2, 3 domaines A3, un domaine A4, 2 domaines A2, un domaine A1. Ouais, autrement dit, si on fait la somme... Tu as dû faire les 2 tiers de TG en savoir, hein, sur lequel tu as 6. Oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu lances un dé 10... on doit lancer 3 dés 10... c'est vachement compliqué, c'est vachement visuel, donc c'est dur à expliquer en micro. Comme à chaque fois, tu optimises tes G par rapport à tes caracs, à tes domaines les plus forts. Ce qui s'est passé pendant la partie, la plupart de tes G, tu les as fait sous le social ou sous le savoir, Vincent, parce que tu étais plus fort en social ou en savoir. Réussir, alors que tu as 6 ou 5 en lançant un dé 10 et en cherchant à faire en dessous, ça fait qu'une chance sur 2. T'imagines un chirurgien dont c'est le métier, qui a une chance sur 2 de rater son client, il opère pas grand monde. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que le jeu nous pousse du coup à faire des sacrifices. Parce que, on peut pas réussir automatiquement les actions facilement. Enfin, on a une chance sur 2. Une chance sur 2, c'est correct. Non, mais remettons. Alors attends. Une chance sur 2 dans ce contexte-là. Le chirurgien à l'hôpital avec les outils, tout ça, t'as des bonus. Tu as des acquis qui te donnent des bonus en plus. Là, t'étais en pleine forêt, tu vois. C'est pas vrai, Vincent. Les jets sont réussis avant que les bonus soient comptés. On va en parler, mais. Exact, oui. Bon, oui, ça ne joue pas. Enfin, donc, si, parce que le bonus s'applique de toute manière. Mais après. Mais il s'appliquera après ta réussite. Mais une chance sur 2, alors. Mais c'est pas un reproche que je suis en train de faire. Parce que j'ai l'impression que vous défendez. Non, mais au contraire, c'est parce que j'ai trouvé intéressant. T'es sur un personnage débutant. Ouais, t'as une chance sur 2 au départ. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas joué un personnage débutant. Ça fait mal. Ça fait drôle. Ça change un peu. Une chance sur 2. Après, la plupart du temps, tes jets, tu peux quand même les réussir. Mais avec le système. Avec le système. Mais t'as des sacrifices. C'est toi qui décides. C'est là où je veux en venir. C'est toi qui vas décider de quand tu vas réussir ou échouer tes jets. C'est en fait faire une chance. Enfin, avoir une chance. Enfin. C'est vachement compliqué à expliquer par micro, mais on a 3 champs de compétences. Un jaune, un bleu et un rouge. On lance 3 dés. Un dé jaune, un dé bleu et un dé rouge. Pour réussir une action jaune, par exemple, moi en social j'ai 6, c'est une action jaune, il faut que mon dé jaune fasse 6 ou moins. Le problème, c'est que ce dé, il n'en fait qu'à sa tête, et que parfois il met des 8, des 9, voire même des 0. C'est-à-dire qu'ils sont censés être des échecs. Le 0 est toujours un échec dans Shan, parce que c'est le chiffre de la nécrose, on y reviendra plus tard. Le truc, c'est que du coup, c'est quand même assez difficile de passer ce 6 de difficulté. Un peu plus d'une chance sur 2, mais c'est quand même difficile. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si par contre, mon dé de corps est inférieur à 6, je vais pouvoir déplacer le dé rouge, en gros, le faire devenir un dé jaune, mais à condition de dépenser un point permanent encore. Autrement dit, de griller un point encore. Pour vous donner un exemple, j'ai 10 en esprit, 5 en âme et 6 en corps. Autrement dit, au début, je commence avec 21 points de ressources. Ça veut dire 21 actions potentielles dont je vais pouvoir forcer la réussite. Et derrière, j'ai une chance sur 2 sur chacune. C'est compliqué à expliquer. Je vous invite vraiment à jouer à ce jeu pour réaliser la difficulté. Mais en gros, on se retrouve quand même une fois sur 2 au minimum à devoir déplacer, à devoir sacrifier du corps, de l'âme ou de l'esprit pour réussir une action. Si tu veux la réussir. Si tu veux la réussir. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que du coup, tu choisis tes batailles. Tu choisis. Et c'est là qu'il y a une dimension ludiste aussi. C'est-à-dire que tu fais tes ressources, tu calcules. On est sans arrêt dans qu'est-ce que j'optimise, où est-ce que je vais être plus... Est-ce que ça vaut le coup ? Et c'est fameux. Tu vois, avec une fin de scénario où tu as fini à 2 points de corps en te disant mais merde, je peux même plus m'envoler pour partir. Quoi. C'est ça. Et tu vois, du coup, le fait d'avoir que 2 points de corps, ça limite aussi mes possibilités d'action par la suite. Donc je fais un vrai choix stratégique. Et quand il y a des choix stratégiques dans un jeu, c'est ludiste. Et donc, c'est hyper cohérent. Hein. Franchement, de ce point de vue-là, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est marrant parce qu'un jeu qui part comme ça, moi, quand vous me l'avez décrit, je me suis dit, c'est forcément du sim. Enfin, tu vois, à la lecture, j'aurais cru que c'en était. Et c'est en jouant que j'ai réalisé que c'était du ludisme. Là, encore la preuve qu'il faut jouer au jeu avant de les critiquer. Alors, deuxième point, dans l'histoire qu'on a créée ensemble, on arrive chez le chef. Alors là, il faut lui faire comprendre une situation. Je sens que ce Woon est quand même sacrément attaché à son objet. Buter, ouais. Alors, parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y a 2 tribus Woon qui s'affrontent pour ce qu'ils appellent la boîte de l'esprit. La boîte à esprit. Et lui, le chef Woon, chez qui on arrive, là, il a sa boîte à esprit et il ne va pas la lâcher, quoi. Et nous, en fait, on est là pour faire les médiateurs entre les 2 tribus qui s'affrontent et pour lui dire, mon coco, va falloir que tu lâches ta boîte parce que c'est très difficile.
autre problème social. Premier problème, on voit bien, hein, il l'oriente vers le physique, un combat, des problèmes social. Et je pourrais comme ça dérouler, je vais pas le faire parce que sinon je vais parler tout seul, mais je pourrais comme ça dérouler l'ensemble des problèmes que tu nous as posés en tant que meneur, et on s'apercevrait que c'est un jeu qui est totalement ludiste. Le meneur est là pour poser des problèmes à ses joueurs, et les joueurs sont là pour les résoudre en utilisant la méthode qu'ils jugent la plus appropriée. Oui. En fait, il faut savoir, là, il y a une philosophie au départ quand on a fait le système. C'est que j'en avais parlé avec Igor. Igor et moi, on aime bien jouer des artistes dans les jeux de rôle, et les artistes dans les jeux de rôle ne servent rarement à quelque chose dans tout ce qui est confrontation. Tu joues un artiste, dès qu'il y a un combat, tu regardes les autres jouer et puis tu attends quoi. Et on voulait qu'à Shaan, il y ait un intérêt dans les confrontations à jouer tout et n'importe quoi et que tout le monde puisse avoir son rôle à jouer. C'est super bien. Y compris les artistes. Ce qui fait qu'au final, j'ai l'impression que même les artistes sont peut-être les plus forts dans Shaan. Les artistes érudits en général, oui. Ils ont un beau rôle à jouer. Ouais. Mais voilà, c'était ça. C'était, un lion dans sa gueule et l'artiste, tu le fous au sol quand même. Hein. Enfin, une grosse pêche. On est d'accord, mais je veux dire, tu vois, ça veut dire que l'artiste, même face à un mec surarmé en armure, tu vois, indestructible, il a quand même quelque chose à jouer en allant attaquer son trin d'âme ou son trin d'esprit. Enfin voilà. Et c'est pas ridicule. Pas ridicule. Après, ça fait partie. Enfin, moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des joueurs qui ne comprennent pas et n'acceptent pas ça non plus. Que leur gros guerrier très fort, très baraqué, très armé puisse se faire intimider par plus petit, plus frêle, parce que du coup, il y a un système d'équilibre dans les trines. Quand tu es très fort en corps, tu es forcément très faible, soit en âme, soit en esprit. Donc voilà, tu peux forcément te faire attaquer à ce niveau-là. Et pourquoi pas poser les armes. Donc tu peux te faire intimider. Et puis, le jeu tournerait presque pour... Alors, encore une fois, c'est pas aussi simple. Hein. Mais pour expliquer aux auditeurs, le jeu tournerait presque autour d'un jeu de Shifumi, finalement. On est un guerrier... on est très fort, mais où est sa faiblesse ? Est-ce que c'est en âme ou est-ce que c'est en esprit ? Parce que ça se trouve, mon guerrier, il est super intelligent, je vais essayer de l'attaquer en esprit, et puis en fait, je vais pas y arriver. Et donc, du coup, et alors là, il faut dire encore autre chose, mais c'est dommage parce que ce jeu est très compliqué à expliquer derrière des micros. Et il est vraiment super bien. Moi, j'invite vraiment les auditeurs à jouer à ce jeu parce que pour moi, c'est un modèle en termes de jeu ludiste qui ne soit pas du D&D. C'est-à-dire on n'est pas avec un plateau, des figurines. C'est un jeu ludiste très où ce qu'on crée, ce qu'on invente en termes de fiction est très 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 intéressant et très important dans la fiction en fait. Parce que généralement le problème d'un jeu ludiste comme AD&D, c'est que généralement en fait on passe son temps à regarder le plateau et les figurines. On n'est pas dans l'histoire. Alors que là on a vraiment un jeu ludiste qui met l'accent sur l'histoire. La narration va t'amener à déterminer quel type de jet tu vas faire, déjà. Et une fois que tu as toute cette partie narrative qui va orienter ce système de jeu, ce système de résolution, après tu as quand même une partie tactique et stratégique, c'est-à-dire je jette les dés, mais je ne fais pas que lire le score en fait. J'ai des choix à faire par rapport à ça. Et les pouvoirs, on n'en a pas parlé, mais au début les personnages choisissent des pouvoirs. Donc par exemple, moi j'avais connaissance partagée, ça me permettait de partager un jet de savoir. Donc comme j'étais un grand savant, je pouvais le partager avec mes convives pour faire un jet global. Vol de pensée, ça me permettait de voir dans l'esprit superficiel d'une cible. Discours revigorant, ça me permettait de refaire gagner des points d'esprit. Tous ces pouvoirs sont en fait, on passe son temps à regarder ces pouvoirs comme des cartes qui seraient des cartes à jouer qui seraient dans notre main et qu'on choisirait d'abattre au bon moment, etc. On est vraiment dans des dynamiques. D'ailleurs, on va en avoir. Hein. C'est avec la souscription, les pouvoirs vont exister sous forme de cartes. Ah d'accord, tu vois, je savais pas. Chaque joueur aura son petit deck. C'est la magie du direct. Et voilà. Et les compétences, c'est pareil. On passe son temps à regarder ses compétences. Alors ça, d'ailleurs, ça va être une de mes critiques. Le fait que les compétences justement le plus sain ne s'appliquent qu'après le jet de dés, parce qu'en fait du coup on s'aperçoit que c'est le domaine qui compte beaucoup et la compétence en fait le plus sain il servira qu'après sur ce que tu appelles le score ou la marge de réussite. Tu as toujours une réussite à minima. Oui. Du coup, tu as toujours une réussite à minima. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu as toujours ton plus 1 en fait. Tu as toujours ton plus 1, voire ton plus 3, parce que moi j'avais enseignement plus 3. Tu cumules, oui. Il y a que le 0 qui t'en prive. Ça te garantit de ne pas être une brêle sur un échec. Voilà, tu fais toujours un minimum. Donc, t'avances le chirurgien, avec la chirurgie à plus 3, il fera toujours du plus 3. Tout à fait, ouais. Encore un petit exemple pour qu'on comprenne bien, parce que sinon pour les auditeurs ça restera très abstrait. Imaginez par exemple j'ai social à 6, donc mon dé jaune indique 5. J'ai réussi mon jet social, mais par exemple, je vois, donc c'est réussi, mon score est de 5.
j'ai 5, et donc je vais regarder dans mes compétences ce que j'ai. Par exemple, j'ai musique en art à +1. Ça veut dire que si je fais de la musique pour charmer quelqu'un, donc c'est du social, je vais pouvoir ajouter mon +1, et au final, le score que je vais annoncer à Vincent, ça va être, j'ai fait 6, Vincent. Et il suffit qu'en plus ton instrument de musique soit quelque chose d'artisanal, tu vois, les objets que tu utilises peuvent en rajouter en plus. Absolument, c'est-à-dire que le contexte que je décris, et ça c'est super bien, c'est vraiment super quoi. Le contexte que je décris autour va aussi rajouter des bonus, parce qu'il y a des acquis, c'est-à-dire les objets que j'utilise. Parmi les choses qui peuvent me rajouter des bonus, pour que ce soit bien clair, il y a les acquis, les objets que j'utilise, des compétences, qui sont des savoir-faire que j'ai acquis au cours de mon vécu. Les acquis, c'est pas tous les objets, c'est certains objets. Certains objets bien spécifiques. Voilà, bien sûr, parce que mon caleçon n'est pas un acquis. Tu vois, j'ai mon livre d'herboristerie en est un, ce qui m'apporte un bonus. Mais tu vois, par exemple, on pourrait considérer qu'une flûte que tu auras achetée dans un supermarché ne te donnerait pas de bonus, là où une flûte faite par un artisan va te le donner, tu vois. Ça, on y reviendra parce que les objets ont une âme, évidemment, puisque chaque objet est sa trine, etc. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce jeu. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Le social, donc imaginez, je reprends mon exemple où je suis à 6 en social, je fais 7, là j'ai raté. Et là, mon +1 en musique, j'ai beau être un bon musicien, parce que j'ai fait 7 ans, ça, je trouve ça dommage. Non, t'as quand même un. Quand même ton oui, +1. Ah oui, par contre, du coup, j'ai raté, donc le D, j'annule mon 7, et du coup, il me reste le 1 en musique, qui me permet d'éviter quand même l'échec. Voilà, puisqu'il faut savoir que les réussites se cumulent de tour en tour. Donc, de toute façon, ton 1 ne va pas te servir à rien. Ça va soit améliorer le jet d'avant, soit commencer un début de... Exactement. Ouais. Donc, par exemple, au tour d'après, je vais pouvoir refaire ce même jet de musique, toujours pour charmer l'assemblée. Et là, je partirai... donc, mettons, là, je relance le dé. Je fais 5. Là, c'est un succès, puisque j'ai 6 de difficulté. 5, c'est un succès. Je vous rappelle que j'ai +1 en musique, donc ça me fait 6. Mais il y avait le 1 que j'ai cumulé tout à l'heure, dont Vincent venait... Donc, au final, là, ce tour-ci, je fais 7. Et par exemple, du coup, tu vas pouvoir avoir des assemblées très exigeantes qui vont être à 15 de difficulté, mais à force de jouer, etc., tu vas y arriver. Donc ça veut dire, et ça c'est très intéressant, que, encore une fois, une dimension extrêmement stratégique. Est-ce que je continue sur la même logique et je garde les cumuls que j'ai faits, ou est-ce que je change ? Et là, quand on se retourne vers Vincent et qu'on lui demande « Oui, mais c'est quoi la difficulté totale ?» Et là, il nous dit « Ah non, mais tu sais pas, mec, hein, soit tu continues pas, mais on sait pas. » Il y a des pouvoirs qui permettent de le savoir. Voilà, putain. Après, tu peux aussi t'allier, faire des actions en coopération avec d'autres joueurs, et vos marges vont se cumuler pour faire le plus haut score possible. Là-dessus, moi, j'ai une autre façon de jouer quand même, c'est que j'annonce toujours les difficultés à mes joueurs. Alors, ça change quoi là par rapport à... Tu trouves que pourquoi est-ce que tu le fais ? Parce que ça renforce les choix. Ouais. Parce que tu sais que si tu vas puiser dans un trine, tu vas passer la difficulté ce tour-là, ou sinon tu vas laisser traîner et au final tu vas peut-être frustrer un joueur. Ouais, ou tu vas peut-être abandonner parce que de toute façon tu es à 2 de la réussite, mais tu n'en sais rien au final. D'accord. Donc moi c'est toujours pour filer un objectif aux joueurs, qu'ils sachent toujours est-ce que c'est intéressant d'aller puiser, est-ce que là je laisse passer du temps, parce que le temps est finalement la ressource importante. Moi je t'explique pourquoi j'aime bien la solution de Vincent, mais j'ai pas testé la tienne, donc je me garderai bien de la juger, mais ce que j'ai bien aimé dans la solution de Vincent, c'est que comme on est dans une logique où on sait pas, chaque tour on est en position de s'interroger sur est-ce que je continue ou est-ce que je brise, est-ce que je continue cette action, et du coup chaque tour la question revient. Elle est lancinante, elle revient, et donc elle implique aux joueurs de réfléchir à nouveau. J'ai l'impression de l'extérieur que ta solution, une fois que tu as choisi ta stratégie, tous les tours, tu vas être là, je continue. Alors que la solution de Vincent, tu vois, tu es là, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas ? Et du coup, tu prends les deux se tiennent. D'un autre côté, la tienne, elle est honnête, tu vois. Parce que l'intérêt du ludisme aussi, c'est que les choses ne soient pas cachées et qu'on puisse faire des choix stratégiques en ayant un petit peu, tu vois, aux échecs, on voit toutes les pièces. Il n'y a pas une tour qui est cachée dans le coin, qui peut, tu vois, bon, donc. C'est uniquement dans le but de fixer bien l'objectif. Ouais. Donc là, je pense que les deux se discutent. Mais il y a des fois où l'objectif il peut être assez clair. Par exemple, il y a des règles là-dessus sur quand on veut écrire un bouquin sur un sujet particulier. Il y a une difficulté donnée qui va être de 30, de 50.
Et elle peut être connue a priori. On part pas non plus là. Tu sais où tu vas. Tu sais à peu près où le tu nombre vas. de pages que tu veux écrire. Tu vois, pour un livre, ça me choque pas. Parce que effectivement, on peut savoir. Pour un personnage, pour un PNJ, par exemple, que tu es en train d'affronter, je trouve ça intéressant de pas savoir. Puis aussi parce que, comme l'a dit Vincent, il y a aussi des pouvoirs qui permettent de le savoir. Ça déséquilibrerait peut-être le jeu si c'était pas le cas. Alors ça, après, le problème des jeux ludiques, c'est toujours pareil. Il y a un truc qu'on peut pas juger en one shot, c'est l'équilibrage. Est-ce que le jeu est bien équilibré ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des pouvoirs qui sont dégénérés et un joueur qui aurait l'expérience du jeu depuis longtemps les prendrait à chaque fois parce qu'il sait que ça va le permettre de gagner plus souvent ? Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas juger en one-shot. Donc ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Dans les playtests, je ne sais pas si tu as beaucoup testé les pouvoirs de niveau 5, mais... non, on est au niveau 2-3 en campagne. On commence au niveau 3 là, en pouvoir. Hein. Oui, il y a des. Il y a des pouvoirs Il y a des pouvoirs certainement plus intéressants que d'autres. Mais bon, le temps qu'on l'apprenne et le temps on se sera déjà bien amusé. Oui, puis c'est ce qu'on disait. Moi, je pense que les pouvoirs d'artistes et d'érudits peuvent être aussi plus intéressants que certains. Puis ça va dépendre vraiment du contexte. Ouais. Le pouvoir d'érudit, on était tellement soucieux que les artistes et les érudits puissent être utiles à quelque chose que on est peut-être tombé dans un petit travers inverse. Ceci dit, c'est pas fulgurant non plus. Non, mais nous, dans notre groupe, il y a un artiste, un érudit. C'est ça, donc voilà. Je sais pas si on a été très très clair pour les auditeurs au niveau de ce système, mais il est vraiment superbe. Alors moi, j'aimerais bien que vous nous parliez des domaines et notamment de la nécrose, dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à maintenant. Il faut savoir que quand on fait un 0, si je lance par exemple mon social tout à l'heure pour charmer toujours avec ma musique, et on va reprendre le même exemple comme ça sera plus simple, je lance et là je fais 0. 0 sur mon dé jaune, sachant que le social c'est jaune. Bon, bah du coup j'ai raté. Ou c'est triangle. C'est triangle, ouais, c'est jaune ou c'est triangle. Parce qu'il y a l'esprit est triangle, l'âme est ronde et le corps est carré. Dans Shan. Donc du coup j'ai fait 0. A priori j'ai raté. C'est un échec. C'est un échec. Alors je rappelle qu'il y a toujours cette possibilité. Imaginez que sur le dé jaune j'ai fait 0, mais que sur le dé rouge j'ai fait 6. Or en social j'ai 6. Ça peut être intéressant de payer un point de corps. Donc j'ai 6 encore, je passerai à 5 pour déplacer mon dé rouge et le transformer en dé jaune pour que ça réussisse. Et puis avec 6, donc avec un beau score. Je vous rappelle que c'est toujours possible. Mais là mettons je vais me laisser dépérir, je vais laisser ce 0 passer. Qu'est-ce qui se passe ? J'échoue. Déjà, le 0 c'est toujours un échec si on le garde, et on perd un point dans le trine actif. Donc là, faire un 0 sur un jet de social, ça va nous faire perdre un point d'esprit. Voilà. Donc non seulement je rate, mais en plus je perds un point. Donc j'ai toujours intérêt à négocier. Et tu perds toutes tes réussites d'avant. Ah oui, ça te fait perdre tout le cumul. Vous vous souvenez, ce 1 qui restait. La réserve. Voilà, la réserve. Ouais. C'est les limbes, c'est la nécrose. C'est la nécrose. Alors qu'est-ce que c'est la nécrose ? Expliquez-nous ça. Alors la nécrose, c'est le côté obscur qu'il y a en chacun de nous. Ça regroupe, d'un point de vue technique, ludique, là, pour le coup, principalement toutes les horreurs qu'ont apporté les humains, mais pas que. Donc ça va être, côté humain, toute la technologie sale, donc c'est-à-dire les explosifs, la biomorphie, qui est une espèce de génétique pour trafiquer des êtres vivants, leur brancher des machines dessus. Voilà, ça va être du larcin, ça va être de la fraude, de la corruption, mais ça a aussi le côté pacte nécrotique, donc parce que plus on avance en nécrose, plus son âme se dégénère. Il y a un système aussi pour petit à petit son âme va devenir négative, on va devenir un nécrosien. Et donc pareil, c'est une évolution lente vers les limbes, où au départ on va être décharné, sujet à des pulsions, et petit à petit, plus ça va, plus on se transforme en monstre, et plus on se dématérialise. On perd du Shan. Ouais, on perd du Shan, on perd de l'âme, on sombre dans les limbes. Et donc il y a aussi tout le côté justement pacte nécrotique, pactiser avec les monstres, les songes, invoquer des anti-âmes qui vont nous permettre de créer des tourments qui sont des sorts de magie des limbes très puissants. Il faut savoir que dans l'univers, il y a aussi un endroit dans lequel on a tiré une arme. En fait, les humains ont tiré une arme et qui a ouvert une porte. Non, pas forcément les humains. Ah d'accord, je croyais que c'était les humains. Okay. C'est-à-dire il y a une bombe nécrotique qui a explosé. Voilà. Ah d'accord.
Je crois que c'était les humains. Les humains disent que c'est les éléphants. Là, faut faire, les humains disent que c'est les éléphants. Il faut faire la campagne pour avoir la réponse. D'accord. Mais en tout cas, ça a ouvert une porte sur les limbes, donc on sait qu'on peut aussi éventuellement s'y balader. Il y a des magiciens, des Nomoi et des magiciens autochtones d'Eos, des Éotiens qui ont fermé en fait le portail. Il y a aussi tout un enjeu de pouvoir, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que même cet atlas en fait que vous proposiez, qui moi je croyais allait servir à l'exploration, en fait, sert plus à poser des problèmes, à des difficultés qui vont être résolues par les actions qu'entreprennent les joueurs. Les deux. Les deux, ouais. Ouais, l'Atlas, c'est vraiment le côté bac à sable. On a décrit toutes les villes, décrit des peuples, des guildes, des PNJ, des personnages importants qui vivent sur le continent et en fonction de chaque région est décrite. Pour que justement quand les joueurs voyagent dans une région, le meneur de jeu a plein d'éléments pour les piocher dedans, pour mettre du décor, de l'ambiance, des débuts d'intrigue. Ouais, parce que il va y avoir des problèmes sur le court terme, hein, convaincre un Woon qu'il doit lâcher un objet, désarmer un militaire, ça c'est des problèmes sur le court terme, mais il va y avoir des problèmes sur beaucoup plus long terme, genre par exemple comment faire la paix entre les deux tribus. Là, c'est un problème qui va se prolonger tout au long de la partie et sur lequel les joueurs vont réfléchir en permanence. Il va y avoir du brainstorm en permanence dans la tête de chacun pour savoir comment résoudre ce problème sur le long terme. Et donc, on se retrouve dans des problèmes à long terme et à court terme. Et évidemment, l'univers pose énormément de problèmes à long terme. C'est-à-dire, ce sont des querelles de chapelles, de factions. On sent que c'est des familles extrêmement d'humains, extrêmement puissantes qui dirigent. Et donc là, on sait qu'on va pas pouvoir, en un jet de dés, éliminer une famille. Évidemment, il va y avoir plein d'intrigues, plein de petits problèmes qui nous. On a eu le cas en partie où on a échafaudé des solutions qu'on a été obligé d'écarter parce que, en termes de compétences, on n'avait pas le groupe de personnages qu'il fallait. Tu racontais une histoire, une partie où il y avait, ça avait été résolu par des négociants, donc sur une phase plus diplomatique et sociale. Alors que nous, on n'avait pas cette dimension-là, alors qu'on avait des idées à ce niveau-là. Ouais. Et du coup, il a fallu qu'on cherche dans d'autres domaines comment résoudre le problème. Ce qui est intéressant aussi, je vous invite vraiment à télécharger le kit d'initiation. Il est gratuit un peu. Et si vous regardez la fiche de personnage, c'est-à-dire qu'en fait, l'esprit est à gauche, sur la fiche, le corps est à droite, l'âme est en face, le shan est en face de la nécrose. Et la nécrose, elle a on voit qu'ils sont assemblés, comme si on a l'impression de la fiche de personnage, on a l'impression que c'est une assemblée en fait. Ils sont tous réunis, mais ils sont réunis autour de qui au final? Autour de la nécrose. Et on sent en fait que les humains sont centraux en fait. Enfin, la nécrose à la fois elle est isolée, mais en même temps si vous regardez la fiche, on sent qu'elle est centrale. C'est le grand ennemi contre lequel autour duquel tous discutent et tous s'opposent. Enfin, et qui s'est invité à la table. Et qui s'est invité à la table. Mais ouais, carrément, Ceci dit, si les humains sont alors chaque race, parce que oui, ce sont des races. Donc chaque race est liée à un élément. Donc les humains sont l'élément limbe. Donc les humains représentent la nécrose. Mais les humains ne sont pas les seuls nécrosés. La nécrose, il y en a chez tout le monde. Ouais. Chez tous les Éotiens, il y en a. Alors de la même manière, c'est un quatrième domaine. C'est-à-dire que selon ta manière de faire les actions, tu vas pouvoir faire tes jets sous la nécrose. Ouais. Taper sur quelqu'un pour défendre quelqu'un d'autre, c'est du combat. Taper sur quelqu'un pour le torturer et lui faire cracher des infos, c'est de la nécrose. C'est de la nécrose. Alors vous voyez, au début, quand on lit ça dans une base, on se dit mais en fait c'est un jeu simulationniste. Parce qu'on recherche finalement la nécrose c'est une couleur, la technique c'est une couleur, le savoir c'est une couleur, et on va créer, on va avec notre personnage on va être invité à créer dans le sens de ces couleurs-là, mais en fait non, parce que en fait on est plutôt dans des situations de choisir son domaine pour résoudre tel problème. Et donc du coup oui on est créatif, mais toujours dans le but de relever un défi. Et ça c'est ludiste. Le fait que l'objectif soit toujours de relever un défi posé soit par l'univers, soit par le meneur, soit par d'autres joueurs, c'est toujours du ludisme, ça. Et le fait qu'on ait le droit de se lever, le droit de se vanter, par exemple, autour de la table, cet après-midi, quand on jouait, on mettait les idées en commun, et quand il y en avait un qui ratait, tout le monde était là, oh non, ou alors quand il y en avait un qui réussissait, on se levait, on se fait, ouais, on va le niquer. Enfin, il y avait un côté, il y avait vraiment ce côté step on up, on se lève, on fête, on est en compétition contre un système, et c'est vraiment ludiste. Alors par rapport à ces races, parce qu'il y a du teasing là. Il y a du teasing, je le sens. Et donc alors effectivement,
Julien, tu as réagi parce que sur le podcast qu'on a enregistré avec Natacha Eflay sur Tolkien. Je parlais de race. Alors, vas-y, je t'en prie, fais ta réaction. Défonce-moi la gueule. Je sais pas. Ce n'est pas sale. Je suis Shan, moi je défonce la gueule à personne. Je dis que c'est le terme race, c'est une facilité. C'est en jeu de rôle, on utilise le terme race. C'est pas dégradant, c'est le racisme l'est lui. Mais le fait qu'il y ait plusieurs races, parce qu'en plus à Shan, c'est un peu plus complexe que ça, parce que au sens biologique du terme, et nous c'est dans ce sens-là qu'on l'utilise. Il y a à la fois des espèces et des races. Mais espèces, ça fait plus penser à des espèces d'animaux, végétaux. Enfin, ça balaye plus large. La race, en jeu de rôle, ça va nous orienter vers les espèces intelligentes. D'accord. C'est pas du tout la sensation, j'en ai. Mais bon. Juste pour le côté technique, il y a différentes espèces à Sha'an. Ça va être les iguanes, qui sont des hommes lézards. Oui. Les woons, justement, qui descendent du mologai. Donc les iguanes descendent des sarènes. Les woons descendent du mologai, ce sont des espèces d'hommes singes géants. D'accord. Les nomoi et les délions et les humains qui viennent d'autres planètes sont également des espèces différentes. Oui, et il y a tout le reste, ce sont des races différentes d'une espèce qui s'appelle l'ATI, qui s'est scindée en 5 races différentes, qui sont le Féling, Darken, Kelwyn, Boréal et Mélodien. Donc en fait, le chat et le chien ne sont pas de la même espèce, pour toi. Ouais. Mais par contre, le Yorkshire et le fox terrier sont de la même espèce, mais ne sont pas de la même race. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, c'est à peu près la distinction, effectivement. Enfin, je sais pas. C'est toi le biologiste là. T'as fait de la bio, Marc, toi. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ça? Distinction race-espèce dans Sha'an, ça t'a jamais choqué? Le terme race. Non, parce que c'est du vocabulaire. C'est du vocabulaire. C'est vrai que le terme, il peut être connoté dans un certain contexte. Moi, non, ça m'a jamais choqué à Sha'an. En plus, de base, moi, j'étais vraiment très hostile à ce style de jeu avec un patchwork de tout un tas de trucs bizarroïdes là. Enfin, il y a des voilà. Ça part dans tous les sens. Ouais, ça part vraiment dans tous les sens. Et j'étais plus sur des conceptions classiques, quoi. Et non, Sha'an, ça m'a vraiment éveillé à ce type d'univers-là, de monde là. Et le terme race, non, ne m'a jamais choqué, m'a jamais perturbé. Ouais. Moi, c'est juste une catégorie, même en biologie, hein, c'est des catégories dans lesquelles tu mets un certain nombre pour moi, c'est des arguments commerciaux. Hein, mais derrière, si tu le sors de son contexte bio, et si tu le mets dans du social, ça devient autre chose. D'accord. Mais c'est intéressant, je trouve, de faire une critique du racisme avec des races. Des vraies races. Parce que c'est vrai que c'est ce que Sha'an fait au final. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait ce mot race, alors que le jeu en lui-même traite du racisme, si tu veux. Ouais. Alors c'est vrai, ça peut être retourné comme ça. Moi, mais c'est vrai qu'autour de la table, il y a eu des, alors on va dire des dérives racistes entre guillemets, quoi, où il y a des peuples où justement on n'accroche pas avec, quoi. On se dit, on a récemment fait une partie où nous on jouait des iguanes, donc les hommes lézards. Les autres joueurs n'étaient pas fans d'hommes lézards, quoi. Donc on a eu du mal un petit peu à accrocher parce que ils percevaient pas trop le. Donc en fait, finalement, utiliser des races dans Sha'an permet aussi de lutter soi-même contre ses propres dérives, ses propres tentations racistes entre guillemets. Moi, je suis convaincu que ça apporte le débat, et c'est pas en ignorant le terme qu'on combat le racisme. Waouh, comment tu viens de me décocher une flèche en plein cœur. Non mais je l'ai dit en plus dans les commentaires. C'est vraiment. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas faux, pardon. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. C'est justement. Il peut y avoir du racisme entre Éotiens et sur les habitudes de chacun. Parce qu'après, en plus, il y a la notion de peuple aussi dans Sha'an. C'est-à-dire, je viens des grands arbres, je viens des marais, je viens des montagnes. Et c'est pareil, il peut y avoir du communautarisme. Bon, après, ce que je condamnais dans mon article où j'en parlais, et puis dans ce podcast sur Tolkien, c'était le fait qu'on emploie ce terme généralement pour faire des critiques de race, en fait.
si tu prends par exemple les elfes, c'est tous des mangeurs de salade, les nains, c'est tous des alcoolos qui piochent dans les montagnes. Enfin, et au final, on sent aussi. Alors ça a été posté dans le commentaire et c'est vrai que c'est un truc qu'on a un peu raté dans le podcast sur le Tolkien, la hiérarchisation en fait des espèces. Et tu vois, moi le mot race, même le mot race en lui-même, en fait, je trouve qu'il n'a aucune valeur. Enfin, pour moi, en fait, alors je suis d'accord avec toi que c'est pas en le faisant disparaître qu'on fait taire le racisme. Ça vraiment, j'aime beaucoup cet argument, mais pour autant, moi, j'y arrive pas. Je trouve que de base, le mot, même, c'est peut-être le côté littéraire, écrivain qui parle, mais le mot race. C'est très connoté. Et moi, il m'affecte, il m'empêche de m'immerger. Chaque fois que tu dis le mot race dans Shan, par exemple, quand tu l'as prononcé ça me sortait de l'immersion. C'est-à-dire que le mot lui-même, donc voilà. Ensuite, ce que je voulais dire, c'était que généralement, ce qui est dommage, c'est que, alors je suis d'accord, dans Shan, ça justifie parce qu'il y a une critique du racisme qui est réelle et tout. Vraiment, il y a un travail justement sur le côté. Oui, d'accord, ce peuple-là, il utilise peut-être pas la magie, mais regardez quelle spiritualité dans la force physique. Regardez comme il charge émotionnellement la cuisine, ou comme toi, par exemple, avec ton wound, là, c'était mignon, ça c'était super bien. C'est ok, on n'a pas tous les mêmes, on commence pas tous avec les mêmes cartes en main. Mais au final, la spiritualité, le corps, tout ça, on peut l'interpréter, on peut l'investir de façon différente et personne n'a plus de valeur que d'autres. Et à la fin, en fait, c'est ça la morale de Shan, c'est que il faut tout pour faire un monde, et même peut-être même de la nécrose, tu vois. Et c'est et ça, tu vois, donc du coup, bon, un peu plus de Shan que de nécrose. Mais bon, en fait, c'est vrai qu'on y est un peu extrait de ce problème de race, parce que très souvent, il y a peu d'humains en fait en tant que personnage autour de la table, hein, de toutes les parties que j'ai faites. Nous, on a eu assez peu quasiment pas de joueurs qui jouaient un humain. On avait tous un Néotien ou un gars des étoiles là, mais voilà, donc on est tous une race. Mais moi, tu vois, j'éviterais quand même d'employer le mot race dans un jeu de rôle pour la simple et bonne raison, parce que quand le propos c'est de combattre le racisme, comme c'est le cas dans Shan, tu vois, parce que moi, ce que j'avais dit à Igor quand j'avais rencontré la dernière fois, j'avais dit, je trouve ça bizarre pour un jeu qui combatte le racisme d'utiliser le mot race. Et finalement, tu me dis, mais non, c'est à bon escient, justement. On l'utilise pour forcer les gens à réfléchir là-dessus. Là, du coup, je ne peux être que d'accord avec toi. Et tous les arguments que tu as dit sont très pertinents. J'ai rien à dire. Mais en règle générale, quand le jeu de rôle utilise le terme, tu vois, même quand Tolkien l'utilisait au départ, ça fait encore débat dans les commentaires sur le podcast de Tolkien. Tu vois, les gens ils sont pas tous d'accord. Hein. Il y en a qui pensent que c'était vraiment limite, tu vois. Donc, je pense que c'est un terme qui est trop connoté pour qu'un jeu qui ne réfléchisse pas là-dessus l'emploie. Typiquement, je fais un heroic fantasy. J'évite le terme parce que c'est pas le propos du jeu que de combattre le racisme, c'est pas fait aussi intelligemment que dans Shan, tu vois, que toi forcément tu peux te défendre, Igor et toi et Vincent et tous les auteurs du jeu, vous pouvez vous défendre là-dessus parce que justement c'est un jeu qui le condamne, mais c'est pas, et c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais le dire dans le podcast sur Tolkien pour le coup, mais du coup tu m'as d'accord, ok. Mais pour autant, je te dis, dans ma bouche, tu ne l'entendras pas. J'aime pas ce mot. Non, j'aime pas ce mot, vraiment pas. En plus, je sais pas très bien à quoi il fait référence. Moi, j'ai l'impression que c'est un argument commercial pour vendre des chiens, en fait. Oui, c'est les chiens de race. Pour moi, c'est le dernier. C'est le côté pure race. Ouais. Pour moi, c'est vraiment juste un argument commercial. Et du point de vue biologique, j'aimerais bien savoir, justement, j'ai pas été regardé, mais j'aimerais bien savoir justement si vraiment le terme est encore utilisé. Moi, j'en suis pas persuadé. J'en suis vraiment pas persuadé. En biologie, on va avoir des types. Ouais. Bon. Caucasien, négroïde, asiatique. D'accord, ouais. Bon. En tout cas, voilà pour cet intermède race. C'était nécessaire parce que je t'ai vu poster un commentaire direct dans le truc de Tolkien là, ça arrivait direct, donc c'est cool, ça tombe bien, tu viens pour répondre, c'est parfait. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur la partie parce qu'en fait là je vais parler beaucoup tout seul, j'ai l'impression. Oui, parce que je suis le principal testeur vu que vous connaissez déjà le jeu. Est-ce que vous voulez rapidement qu'on raconte un petit peu ce qui s'est passé au cours de ce scénar, ou est-ce que ça spoil? Donc qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vient faire? C'est le schéma de jeu assez classique où on joue un groupe d'itinérants qui débarquent à un endroit, qui est missionné pour aller résoudre un conflit entre deux peuples. Et voilà, on se retrouve dans une situation compliquée.
voir les tenants et les aboutissants. Voilà. Et là, la situation, en l'occurrence, c'est 2 tribus donc, qui se font la guerre pour un objet qui s'appelle... comment déjà ? La boîte à esprit. Oh, j'adore ce nom. En plus, la boîte à esprit prononcée par un Woon, c'est magique. Quoi, parce que c'est juste c'est quoi ? C'est un iPad, une tablette. En fait, c'est une boîte. En fait, tu ne sais même pas ce que c'est. En fait, on ne sait même pas ce que c'est. Non. Moi, j'en ai vu un petit peu quand même. Je pourrais décoder, mais... mais c'est un objet technologique. Ouais. Qui vient d'un vaisseau qui s'est crashé dans la région. Voilà, c'est ça. C'est un objet technologique humaine. Il s'est crashé chez les Makumbas, mais le vaisseau a été retrouvé par les Carcanis. Donc les Carcanis se sont emparés de la boîte, mais les Makumbas prétendent que la boîte leur appartienne vu qu'elle a été trouvée chez eux. C'est le début d'un long merdier dans lequel nous on arrive et qu'on doit résoudre. Oui, et nous on arrive, tu peux peut-être développer sur le système de caste. On est itinérant. On va en parler de ça. Mais on est itinérant. L'un est combattant, l'autre est artiste, et le troisième est érudit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, enfin, enseignant, j'avais mis négociant. Ouais. Négociant. Enseignant à la question pourquoi nous, ben voilà. C'est un problème tout pourri dont personne ne voulait s'occuper. Vous étiez les petits nouveaux. Allez, les 3 bisous, on part dans la forêt. Alors, ce qui est intéressant, c'est que notre groupe de joueurs, finalement, correspond à l'équilibre du Shani. C'est-à-dire, il y en a un qui représente l'esprit. Moi, j'avais 10 en esprit. C'était le personnage de Julien qui représentait l'âme. T'as combien en âme ? J'avais 8. T'avais 8. Et toi, tu représentais le corps ? Le corps à 9. Ouais. Avec 9 encore. Donc, on était vraiment ultra équilibrés. Chacun avait vraiment sa spécificité au sein des différentes épreuves qu'on a traversées. Oui, donc je développe là-dessus parce qu'on est tous appartenant d'une caste qui est notre métier principal. Ouais. Et au sein des castes, il y a les gens qui travaillent en local au niveau des villes, des villages. Et il y a les itinérants qui sont des personnages qui vont se déplacer de ville en ville, de village en village, et qui vont donc atterrir dans des relais de caste au niveau selon leur itinérance, et qui amènent les nouvelles du monde aux endroits où ils voyagent. Et puis en échange de ça, ils sont logés, nourris, et ils résolvent aussi potentiellement les problèmes. Les castes les envoient pour résoudre des problèmes spécifiques qui peuvent éventuellement à long terme leur nuire. Là, typiquement, je pense que la caste qui nous a envoyé résoudre ce problème de conflit entre les différents clans Woon, c'était probablement une caste qui avait intérêt à l'exploitation de la forêt pour divers trucs et qui n'avait pas envie, à chaque fois qu'ils envoyaient leurs hommes, de se retrouver dans un merdier. Ou alors au contraire, une caste de chanistes qui disait que ça allait perturber l'équilibre dans la force. En fait, c'est des conseils de caste qui missionnent les itinérants. C'est pour ça aussi que les itinérants sont en général de plusieurs castes différentes. D'accord. Donc là, il y avait plusieurs castes qui ont dit là, il y a un problème, il faut le résoudre. Tous les maîtres de caste pas qu'une raison, d'une ville se réunissent, se disent quel problème il y a à traiter. Là, il y a un souci avec les Carcani et les Makumbas qui se foutent sur la gueule. On va envoyer un groupe. Donc là, il faut savoir que c'est ce que tu expliques, c'est que les personnages sont définis par finalement 3 choses à la base. En 3 principaux traits qui vont vraiment influencer énormément le jeu et les façons de résoudre les problèmes. D'abord, sa race. Le bip. Bip. Donc, on peut être un délion, ces personnages ailés qui n'ont pas Dieu, qui détectent par éco-radar, comme les chauves-souris, qui se régénèrent par le soleil. On peut être un Woon, ces créatures dont on parle depuis tout à l'heure. On peut être un féling comme toi tout à l'heure. C'est un espèce de grand chat, un guerrier chat, en fait, là en l'occurrence. Oui, là c'est parce que j'étais combattant, mais t'aurais pu faire le féling est plutôt chat. D'accord, ok. Et donc ça, ça va être sa race, avec évidemment des spécificités de race. Tiens donc, c'est pas du racisme ça? Non, c'est peut-être pas. De vraies spécificités de race de toute façon. Ouais. Le fait que t'aies des ailes, t'es des lions, t'as des ailes qui volent, les boréales voient la nuit, tu vois, des modes de reproduction différentes. Le bruit et l'odeur chez les Woon, c'est évolué, quoi. Bah oui, par exemple, c'est vachement intéressant, la place qui est faite
Pardon, excuse-moi Vincent, je t'interromps. Non, mais si, par exemple, le fait que chez les iguanes, par exemple, les membres coupés peuvent repousser, comme chez les lézards, tu vois, ça, c'est vraiment des spécificités. C'est vraiment des spécificités biologiques, pour le coup. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque race, enfin, en tout cas dans la manière dont vous me l'avez expliqué, peut-être parce que c'est moi aussi que j'ai un jeu qui s'appelle Sens, mais vous m'avez expliqué par les sens. Et je trouve ça vachement intéressant. On voit bien qu'ils ont tous des spécificités au niveau des sensations. Par exemple, les Woon vont vachement se fier à l'odorat. En fonction de l'odeur qu'on a chez les Woon, on n'est pas accueilli de la même manière. Et les gens sans odeur sont très mal vus. C'est des hypocrites, des lâches qui se parfument. Comme les félines qui passent leur temps à se laver. Voilà, par exemple. Ouais. Des bonnes dynamiques autour des tables. Voilà, ouais, ça peut lancer des débats bien racistes. J'entends, mais toi tu te laves, machin. Enfin, on va dire plutôt discuter des spécificités des races, amène de la couleur au jeu, va faire en sorte que les joueurs vont tisser des liens et qui vont les amener à coopérer dans certaines situations contre certains problèmes. Malgré nos différences. Malgré nos différences, voilà, exactement. Bravo Julien. Donc ça c'est les races. Qui vont apporter quelque chose, mais c'est pas parce qu'on a des spécificités justement qu'on va être forcé ensuite, dans le choix de notre peuple, deuxième catégorie, de coïncider, de corroborer avec notre race. D'appuyer. Oui. C'est pas parce que je suis un délion qui est censé être ultra sociable, etc., que je vais forcément prendre par exemple le peuple des montagnes qui est super sociable, etc. Je peux casser des archétypes d'entrée de jeu. Et je vais même pouvoir les casser 3 fois. Alors, même avec le peuple, tu peux déjà les casser, puisque c'est c'est aussi comme ça qu'expliquer. Mais un délion des sables, par exemple, va plus s'entendre avec un Woon des sables qu'avec un délion des montagnes. Toi, le peuple, c'est là d'où tu viens, et tu as des points communs culturels, du coup, avec les autres races, tu vois, qui donc génétiquement sont différentes, mais culturellement ont des points communs avec toi. Ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, donc là, pour le coup, ça casse vraiment le racisme dans sa vision la plus péjorative. Là, on est dans le communautarisme, tu vois. Tu peux avoir cette idée. Oui, c'est vrai, ouais. Je sais pas. C'est vrai, c'est assez intéressant. Donc, en tout cas, le peuple, et puis dernier point, la caste, qui est plutôt ton métier. L'activité. Voilà. Là, c'est pareil, les castes sont... Il y en a une à chaque fois, 10. Hein. Voilà, il y en a 10. Donc, il y a une caste de l'art, une caste du shan, une caste de la magie, c'est ça ? Oui. Artiste, chaniste, magicien, élémentaliste, voyageur, combattant, caste de l'ombre pour la nécrose. Alors ça, c'est vrai qu'il y a peut-être les 4 castes, parce que bon, le social, on voit bien, le savoir, on voit bien, la technique, on voit bien, le combat, on voit bien, la survie, on voit bien. Les 4 castes qui sont un peu problématiques, bon, l'art, on voit bien aussi, remarque. Mais les 3 castes problématiques, c'est le shan, la magie et le rituel. Rituel, magie, vous pouvez les expliquer rapidement pour les auditeurs ? La caste et rituel, c'est quoi ? Alors, rituel, c'est les élémentalistes, c'est ceux qui vont puiser leur énergie et du coup leur magie dans les éléments, les forces élémentaires, qui sont au nombre de 10 aussi, donc qui sont les 4 basiques, terre, air, eau, feu, animal, végétal, moi et l'autre, l'objet et les limbes. Rappelle les éléments rapidement. Donc l'eau, le feu, la terre, l'air, le moi, l'autre, les limbes et l'objet et végétal animal. Végétal animal, c'est ça que j'ai oublié. Et donc eux, c'est plus des trans, c'est vraiment un trip physique, quoi. C'est s'approprier l'énergie élémentaire et la ressortir sous forme de. Ouais. Dans le scénar, tu t'es transformé à un moment donné en guerrier de feu. Voilà, c'est des armures. Oui, d'eau, moi j'avais une armure élémentaire d'eau, donc voilà, de l'eau qui tourbillonne autour de toi et qui te protège. Et en fonction des éléments, ça va donner justement la thématique aussi. Chaque élément a une symbolique. Donc l'air, c'est rattaché au social et c'est plus justement la liberté, l'esprit. Le feu, c'est le combat, l'agressivité. D'accord. En fonction de quel élément on va utiliser dans sa transe, ça va se traduire par un effet particulier. Ah, ça, ouais, d'accord. La magie, c'est la magie des Shem qui a été apportée par les Nomoi. Et c'est utiliser l'énergie des trines cette fois. Donc il y a 10 éléments et il y a 3 trines. L'esprit, c'est corps, âme, esprit. Et c'est invoquer ces énergies primordiales qui constituent chaque être pour altérer la réalité via des algorithmes magiques. Donc c'est le langage de Nomoi et
articulés grâce à des schèmes. Moi ça m'avait marqué dans la première édition de Shan. C'était vraiment un des points forts du jeu. On en parlait un peu en préparation du podcast. Il y avait des mots en fait, par exemple feu, tourbillon. Et puis il y avait des verbes aussi, je crois. Marcher. Des schèmes actifs qui vont être contrôle, déplacement, mutation, perception. Et tu modélisais tes phrases, par exemple contrôle feu, ça te permettait de prendre le contrôle d'une bougie ou d'une flamme et de la faire, etc. Et tu créais tes phrases par schéma comme ça. Feu, déplacement dans lui. Déplacement dans lui. Moi, mutation en animal, par exemple. C'était vraiment ultra original, mais alors à jouer, c'était insupportable. Techniquement, c'était très dur à mettre en place. Mais alors, c'était génial. Le concept était génial. Mais là, on va le repenser, et il sera en option. En fait, là, pour l'instant, la magie s'utilise quasiment comme le reste, sous forme de pouvoir prédéfini. C'est très pratique, très bien. C'est très simple. Manière de rentrer mais pour les puristes, vous allez proposer une version. Où on pourra jouer avec ses schèmes, composer ses algorithmes, écrire ses sorts, en fait. Ah, c'est bon ça. Et en fonction des schèmes qu'on a intégrés, parce qu'un magicien va être spécialiste du contrôle, ça sera un envoûteur, ou de la perception, ça sera un illusionniste, etc. Un mage de bataille, ce sera plutôt le feu, le déplacement. Ce sera des combos à faire avec les schèmes qu'on a intégrés. D'accord. Et là, c'est pareil, ce sera sous forme de carte peut-être, parce que ça semble pratique, quoi. T'as des mots, des cartes. Cartes ou petites dalles. Comme dans Etok, le petit jeu de société avec des petites dalles comme ça, vous connaissez, je sais pas. Facile à manipuler, quoi. Voilà. Shan, c'est quoi? La caste du Shan. C'est le nom du jeu, on imagine. C'est aussi celui qui est opposé à la nécrose sur la table des 10. Donc on imagine que c'est probablement un truc. En plus, le petit logo du Shan, vous voyez, c'est le petit logo du jeu qui est sur le A central de Shan. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la voie de l'harmonie. Pour la petite histoire, sur le chemin du Shan, le but ultime d'un Shaniste est d'atteindre l'éveil et d'atteindre un état de renaissance qui est le nom du jeu, du coup. Du jeu Shan Renaissance. Shan Renaissance, qui n'a rien à voir avec Sens Renaissance. Hein. Tout à fait. Dommage. Pourtant, j'en ai rêvé. Espérer les droits d'auteur. Non, plus du tout. Tu peux rappeler tes avocats. Ouais, c'est ça. Et donc là, ça va pas être de manipuler les énergies triniques, ça va être d'être en harmonie avec elles, en harmonie avec soi-même, les autres et son environnement, pour voguer dans sa destinée avec aisance et tout soit positif dans sa vie et que le hasard, faire du hasard son allié. Ouais, c'est ça, c'est génial. C'est de faire en sorte que, c'est vachement compliqué à expliquer. C'est une certaine forme de stoïcisme chanceux. Le stoïcien, c'est celui qui va s'adapter en fait à ce qui lui arrive et dire, moi je suis heureux parce que je n'attends du monde que ce qu'il m'offre. Sauf que le shaniste, en plus d'être stoïcien, parce que les stoïciens, ils peuvent souffrir, morfler et tout. Ils font, de toute façon, c'est ce que je voulais souffrir, je voulais morfler, donc je suis heureux, tu vois. Alors que le shaniste, en plus, lui, le fait d'être stoïcien, le fait d'être shaniste, ça lui apporte en plus, généralement, satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a, tiens, ce serait bien que l'arme soit enrayée. Clic, clic. Ah bah, ça tombe bien. J'avance. Ah, j'adore. Alors, il y a une phrase de Marc dans ce scénar qui résume parfaitement ce que c'est qu'un shaniste. À un moment donné, donc Vincent lui décrit le vaisseau, puis Marc essaye de rentrer dans le vaisseau. Avec Toulon, on lui aurait demandé un jet de toc parce qu'il disait je vais regarder s'il n'y a pas par hasard des choses. Puis oui, mais alors Vincent lui dit mais qu'est-ce que tu cherches? Et puis alors Marc mais moi je ne cherche rien. J'attends que ça me trouve. Voilà, ça c'est vraiment le shaniste. Ça voulait dire, en gros, c'est le shan que je vais utiliser pour résoudre cette action. Non mais je ne cherche rien. J'attends que ça me trouve. Voilà, ça c'est vraiment, j'ai trouvé cette phrase au niveau du shan, ça résume parfaitement la situation. C'est-à-dire que et c'est pas comment dire. C'est tellement le shan, c'est une compétence, c'est un domaine comme les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les shanistes qui font du shan. Tout le monde a une part de shan en fait. Ouais. Même les nécrosiens, même les humains aussi. Alors je sais pas si moi j'ai pris une grosse claque dans la gueule en jouant à ce jeu. Dans l'univers que vous aviez décrit, moi je sais pas pourquoi, j'imaginais que les humains étaient qu'une partie intégrante comme les autres de l'univers.
Et en fait, on s'est rendu compte un petit peu dans ce scénario que ils avaient quand même encore beaucoup de pouvoir, les humains. Et des restes. Ouais. Alors bon, là, en l'occurrence, on s'est retrouvé dans une forêt à l'autre bout des villes, loin des lois et tout. Et là, j'ai pris une grosse claque quand tu nous as décrit les humains, ils sont arrivés et on s'est dit c'est bon, ces humains, c'est nos potes, on a fait la paix et tout. Et là, ils nous ont dit non, mais à genoux, là, les flingues sur la tempe et tout. Et puis là, on a vu qu'en fait, mais en fait, c'est des vrais putes, quoi. Ils ont toujours la même mentalité. Alors après, c'est ça, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans une grande ville avec des caméras de surveillance et tout. Non, vous étiez dans le trou du cul du monde. Et là, on voit que personne ne voit ce qui se passe. Voilà. Et là, on voit que les humains ont gardé leur bon vieux réflexe de colonisateur quand même. Alors Moi, j'ai pris une claque, les industries, les grandes familles humaines. Faut pas non plus faire un amalgame. Mon Dieu, tous les humains, non mais c'est un peu ça. Tous les humains ne sont pas des enfoirés dans l'univers de Shan. On peut jouer un humain shaniste. C'est possible. Une faction qui est apparue, c'est justement les humains modérés. C'est-à-dire qui n'ont pas tout compris la grande révélation qui a amené la révolution et qui ont été un peu chamboulés et qui essaient de s'intégrer du coup et qui se disent le nouvel ordre nous a peut-être raconté des grosses salades depuis le début et on va essayer de comprendre comment fonctionnent les Éotiens et peut-être que c'est possible de vivre avec eux quand même. Donc, et ça c'est ça permet justement d'amener les humains pas tomber dans le cliché de l'humain c'est crado. Bon, il y en a beaucoup des crados. C'est l'un des principaux antagonistes du jeu quand même, mais c'est les humains en tant que symbole, mais je veux dire, en tant qu'individu, voilà. C'est la nécrose en fait. On va pas passer. C'est les humains sont les représentants de la nécrose, donc voilà, la plupart du temps. Mais bon, exactement. C'est la nécrose au final. Le mal, c'est la nécrose. C'est la nécrose, le principal antagoniste du jeu. Mais là, dans le scénario, il y avait l'inverse d'ailleurs, puisque les humains n'en étaient pas. C'était un groupe d'Éotiens en fait qui travaillait pour des humains. Et du coup, on a bien aussi ces Éotiens qui prennent parti pour l'humain. Ouais. C'est un job comme un autre. Oui. Qui paye bien. Oui, tout à fait. Oui. Au prix d'un petit coup de nécrose de temps en temps. Alors moi, j'ai des petits points de détails encore à aborder. À un moment donné, je me suis dit, ce jeu, c'est un enfer pour le meneur de jeu. Vraiment. Je me suis dit, mais comment il fait pour gérer ? Parce que vous imaginez, c'est-à-dire que chaque chose, chaque objet, chaque personnage, chaque entité, chaque groupe, chaque pays, chaque monde a 3 caractéristiques et on peut attaquer ces 3 caractéristiques. 4 caractéristiques. La nécrose aussi. Ah oui, la nécrose, mon Dieu. Alors imaginez le meneur de jeu qui doit compter les points de vie. Alors déjà, compter les points de vie d'un monstre qui est en train de se faire taper, alors de 3 monstres qui sont en train de se faire taper par un groupe de PJ, c'est dur. Mais alors quand le monstre, il a 3 types de points de vie différents et que les PJ, ils ont 3 types de points de vie différents. Et je me suis dit, mais ça doit être l'enfer pour le meneur. Et puis, je me suis retourné à un moment donné, je me disais ça, et je me suis retourné vers Vincent, et là, je l'ai vu tout simplement. Il a ses petits dés à côté de lui, des dés jaunes, des dés bleus, des dés rouges, en plusieurs exemplaires, et en fait, ces PNJ, c'était des tas de dés qui étaient là, et en fait, ils tournaient tout simplement. Et des petits compteurs. Et moi, je me suis dit, mais putain, ça doit être l'enfer, et puis je le regarde, il est là, ouais, alors donc lui, ah oui, il a pris, et il lui reste plus que 3 points d'âme, effectivement. Et en plus, ce qui est génial, c'est que comme c'est les PV, les caracs, et ben en fait, les petits dés qu'il a devant lui, en plus c'est les feuilles de perso, c'est PNJ, c'est magique. C'est-à-dire que non seulement c'est les compteurs des points de vie, mais en plus c'est les fiches de perso. Et donc au final, et tu sais, et ça c'est une super technique. J'espère que c'est dans la base la technique là. Vous l'avez mis dans la base ça ? Non, pas dans la base. Putain, mettez ce podcast en supplément de la base parce que ça c'est génial. Pourquoi ? Parce que moi, en fait, en tant que joueur ludiste, mais je surveillais tes caracs. Eh ben oui, normal. Ben oui. Et donc du coup, moi j'étais en train de contrôler les caracs, j'étais en train de dire, lui, il ne reste plus que ça et tout. Bah tiens, je vais peut-être conseiller aux autres de l'attaquer en âme. Et non, mais je trouve ça génial en fait. Dans un jeu comme celui-là, les dés peuvent pas servir à faire du bruit derrière le paravent. Non. Forcément. Forcément que tu aies une honnêteté aussi dans un sens comme dans l'autre. C'est génial. Et là, du coup, on a accès on a accès assez rapidement globalement aux fiches de personnages. Alors après, ça peut être un pouvoir. Par exemple, tu pourrais faire ça derrière ton paravent, Vincent, et faire un pouvoir où tu soulèves le paravent pendant 3 secondes. Donc là, du coup, tout le monde est là. Attends, il y a lui qui est. Tu vois, ça serait voilà. Mais en gros, vous prenez une fiche de personnage. Donc puisque c'est pas expliqué dans la base, moi je vais l'expliquer. Prenez une feuille blanche. Vous faites des ronds avec le nom du perso. Vous mettez Michael, tac, et dedans vous mettez 3 dés, un dé jaune, un dé rouge, un dé bleu. Et en fait, ce sont les caractères de Michael. Vous positionnez ces dés sur les caractères qu'il a. Par exemple, s'il a 8 encore, vous mettez le dé rouge sur 8. Pardon, pas encore.
Si, c'est ça. C'est ça, en trine de corps. S'il a 6 en esprit, vous le mettez sur 6. Et puis s'il a 4 en âme, vous le mettez sur 4. Et puis quand il prend des dégâts, vous tournez le dé, vous le passez de 4 à 3, par exemple, pour prendre des dégâts en âme, et tac. Et vous savez tout de suite où vous en êtes. Et du coup, c'est moins l'enfer. Et moi, je te vois faire ça. Ça, faut que ça figure dans la base, les gars. Je sais pas, mettez-le quelque le part. mettre dans un supplément. Ouais, mettez-le quelque part. Il y a vraiment plein de biais de simplifier la vie. Parce que, justement, le peuple de Woon, il y avait 30 Woon à un moment. Ouais. On peut très bien le faire combattre sous forme comme un Shani, comme un méta-personnage. Où il a ses caracs. On n'a qu'une fiche pour les 30 Woon. Et puis, c'est ce qui s'est passé dans la première scène, en fait. Tu vois, j'ai pas fait 25 jets de dés pour les 25 Woon qui se battaient. J'avais un jet de dés pour l'ensemble du groupe. En fait, il y a un truc magique dans ce jeu que j'arrive pas à dire dans le micro, mais c'est la cohérence entre l'univers, les dynamiques ludistes qui sont dedans, et en fait les différents niveaux d'échelle que votre métaphysique, parce qu'il y a une vraie métaphysique dans ce jeu, hein, ça c'est évident. Hein. Enfin, le fait que tout soit divisé par 3, qu'il y ait le 10 dans tout et tout, il y a une vraie métaphysique, et cette métaphysique sert vraiment le ludisme du jeu, quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant, parce que du coup, bah oui, le groupe, tu peux le considérer comme une entité comme une entité réifiée en disant c'est un groupe, et donc c'est un Shani, il y a du corps, de l'esprit, etc. Et ça, c'est vraiment un coup de génie. Enfin, ça révolutionne le ludisme. Auditeur, vous savoir ce que c'est qu'un jeu ludiste qui est autre chose que AD&D, mais jouer à Shan. Et en plus, c'est toi, en tant que joueur, qui choisis les jets de dés que tu fais. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'attendre que le meneur de jeu il nous dise ah bah fais un jet de machin pour savoir. Non, c'est nous qui sommes à l'initiative du conflit. Parce que généralement c'est très arbitraire dans les jeux ludistes. Le conflit il arrive, genre à un moment donné il y a un joueur qui dit conflit. Alors là d'abord on passe un peu de temps à déterminer l'enjeu du conflit, etc. Non, là c'est naturel. On est naturellement en train de se dire mais comment je vais résoudre ce problème, etc. Et si le meneur, tant qu'on parle en fait et qu'on n'invoque pas les dés, bah on négocie à l'oral, sans faire intervenir le système. On peut aller loin comme ça, hein, parce qu'on a été loin. Quand on leur a saoulé la gueule sans utiliser les dés et tout, quand on leur a saoulé la gueule au Woon là, pendant la soirée, qu'on a essayé de leur soutirer des infos, tu nous as donné des infos alors que tu aurais très bien pu nous demander un jet, mais tu l'as pas fait parce que c'était cohérent, ça passait, il n'y avait pas de raison, tu voulais... c'était pas une situation non plus tomber dans l'outrance de faire des jets pour tout. C'est ça, non mais on sent bien, mais si un joueur à un moment donné, par exemple, il en a marre de discuter, à tout moment, il peut dire à Vincent, qui est meneur de jeu en l'occurrence ici dans cette partie, il peut dire moi j'en ai marre de discuter avec lui, j'ai envie de lui convaincre que la boîte noire c'est un objet corrompu. Tac, ok, et ben c'est très bien, on sort les dés et c'est parti, on fait jet. Dans un système d'opposition, enfin là tu lui fais une attaque d'esprit en fait. Ouais, tu fais une attaque d'esprit et du coup quand il sera à 0 en esprit, alors qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Comment tu schématiserais un personnage 0 en esprit? 0, enfin. De toute façon 0 c'est la conscience. 0 dans un tétrine, tu es hors jeu, tu es hors combat, voilà. Tu vois, c'est-à-dire 0 en corps, bon t'es évanoui, mais je veux dire 0 en esprit, tu vas être intimidé, 0 en âme, tu vas abandonner. D'accord, ouais. Après voilà, tu vas déprimer. Alors 0 en esprit. En termes de jeu, quand tu te prends une blessure, bon je veux dire t'es pas obligé d'attendre d'être à 0 pour être intimidé, tu vois. À un moment donné, tu peux te dire bon je vais peut-être c'est clair. Je vais peut-être calmer le jeu avant quand même, quoi. Julien. Juste plus exact, c'est quand on tombe à 0 dans un trine, on perd le dé correspondant. C'est-à-dire qu'on peut plus faire d'action des domaines qui correspondent. D'accord. Et quand on tombe en négatif, là on devient vraiment inconscient, en incapacité, quoi. Ce qui fait qu'on peut continuer à agir en âme ou en esprit quand on est KO encore. Tu peux être paralysé, quoi. Donc du coup comment tu agis à ce moment-là? Tu dis il se souvient de moi luttant, tiens hier je lui ai donné un conseil en lui disant qu'à chaque fois machin truc, et du coup ça va aider les autres. Comment on fait quand on est du coup ça c'est déjà arrivé? Vous avez des exemples? J'ai pas bien compris. Imagine t'es à 0 encore, t'es paralysé, tu joues encore. Et tu peux continuer à parler, d'attaquer en esprit ou d'attaquer en... donc t'es pas... C'est pas non plus, t'es pas inconscient, quoi. T'es paralysé, mais tu peux jouer. Voilà. D'accord, ok. Derrière toi, à ta droite. Voilà, c'est ça. C'est déjà pas mal. D'accord. Perdre ton dé d'esprit, là, tu perds ton dé d'esprit, tu deviens complètement fou furieux et tu commences à taper sur tout le monde. Tu continues d'agir encore. Moi j'ai adoré le moment où le guerrier, le vétéran, quoi, tu vois, le mec avec il tape 0 en âme et tac, quoi, il est abattu au moral. J'ai trouvé ça tellement bien. Je me suis dit putain, ce jeu est incroyable. Dans ce scénar, c'est le seul moyen d'avoir les humains. Parce que si tu vas au corps, c'est foutu d'avance, quoi. Ils sont taillés physiquement trop balèzes par rapport à des joueurs débutants. D'accord. Ah et donc en fait vous deux vous saviez un petit peu. Ah oui d'accord. Moi j'aurais jamais pensé à comme ça. Seulement moi. Ouais, seulement tout
à fait. Moi, j'avais pas les caractères mais j'ai une expérience des humains, voilà, dans le jeu, et je sais qu'ils sont. Ils sont solides. Moi, en partie de démo, j'ai beaucoup insisté là-dessus, puisque à chaque fois, dans beaucoup de parties, le premier réflexe, c'est de dire ils sont trop forts, on les aura jamais, quoi. Donc insister à dire attendez, encore, on est d'accord, vous les aurez jamais, mais réfléchissez autrement, quoi. C'est possible de les avoir. Surtout que c'est des humains en âme, en général, ils sont jamais très très forts, quoi. Oui. Et dans la dynamics, la volonté du système aussi, c'était vraiment les paroles du joueur doivent venir naturellement. Oui. Et le système de jeu, le GD doit être une conséquence de ce qu'il dit. C'est vachement bien réussi. Et une action, un jet de dés. On va pas plus loin. Ça doit suffire à résoudre son action, sa volonté, quoi. Mais malgré tout, alors parce qu'on pourrait se dire comme ça, du coup, on pourrait jouer en fait à Shan sans parler. Et on pourrait juste lancer les dés pour résoudre des trucs. Mais non, parce qu'en fait, on doit quand même. La fiction a quand même énormément d'impact, parce qu'on doit décrire. On doit justifier dans la fiction. Pourquoi tu vas lancer ce jet-là ? Pourquoi tu fais ce jet-là et tout. Donc on n'a pas affaire du tout à une machine à saucisses au sens de John Harper et de Ron Edwards, parce que justement, on est dans un contexte où la fiction a un vrai impact sur la façon dont le système interagit. Il y a des interactions fiction-fiction, système-système, système-fiction, fiction-système. Enfin, ça va dans tous les sens. Donc on est vraiment. C'est un putain de jeu de rôle, quoi. Un putain de jeu de rôle ludiste qui apporte vraiment des choses au ludisme en règle générale. On passe au point négatif. Moi, j'en ai un énorme. En fait, il a défaut de son succès, ce jeu. Pourquoi c'est pas un jeu sim, bordel ? J'ai envie. Pourquoi c'est pas. Quand vous me présentez les aussi, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de l'explorer, mais pas forcément de façon ludiste. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai envie d'être récompensé pour le fait de bien jouer mon délion. Or, le jeu ne m'encourage pas à faire ça. Il m'encourage à jouer systématiquement sur mes caracs fortes. Pas forcément à jouer en cohérence avec ma culture, mon peuple, ma race, à réfléchir à mes interactions, tu vois ? Les caracs fortes, c'est ton peuple, ta race, ta caste. Alors c'est vrai, il y a cette dimension-là, mais ce que je veux dire, c'est que... moi, j'aimerais bien explorer les aussi de façon simulationniste. Alors, pour te rejoindre sur ce point, c'est une critique que j'avais déjà faite moi aussi lors de des parties de test. Ouais, tout à fait. C'est que par exemple, on pourrait jouer un joueur qui est un gars qui est funambule, donc qui est très doué, pour marcher sur un fil. Donc ça, c'est de la survie, mais qui à côté de ça, mis dans la forêt, va pas forcément savoir s'en sortir. Or là, à Shan, pour être bon sur un fil, il faut de la survie, ce qui veut dire que tu es bon aussi dans la forêt. Ouais. Donc ça. Alors voilà, bon, ça c'est un exemple où par exemple, effectivement, ça marche pas parce que c'est pas sim, le système, c'est pas sim à ce sens-là. C'est assumé. C'est ça. Voilà. Oui, non, mais c'est assumé. Non, mais on est d'accord. Attention, je suis pas en train de dire. Là, je suis un petit peu en train de faire. Pour moi, le jeu. La manière dont vous vendez le jeu, vous le vendez comme un jeu sim. Moi, je trouve, quand t'entends Igor en parler sur le podcast, moi, j'étais persuadé, en sortant du podcast qu'on avait enregistré chez toi, Vincent, que c'était un jeu simulationniste. Et tu vois, quand je te l'ai présenté tout à l'heure, je t'ai dit dès le départ que c'était un jeu ludique. Ah non, mais on est d'accord. Non, mais attention, je suis pas en train de dire que vous êtes... Est-ce que la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu as besoin d'avoir une récompense dans ta mécanique de jeu pour explorer un continent ? Pour créer de la fiction ? Non, pas pour explorer un continent. Enfin, pour créer de la fiction. Au final, quand même, dans un jeu ludiste, tu passes quand même ton temps à réfléchir à comment résoudre un problème. Pas tant à t'en prendre plein la gueule de cet univers-là, il est trop beau, il est trop bien, tu vois, tu prends pas les sensations simulationnistes, c'est des sensations où t'as un côté, t'es dedans par rapport, t'es en cohérence totale, t'es en adéquation totale avec le monde qui t'entoure. Là, le jeu... attends, je t'explique. Là, je te vois faire des grimaces, mais le jeu te pousse quand même à un moment donné à sortir du jeu en tant que joueur et à te pencher sur le problème d'une façon mathématique, d'une façon stratégique, d'une façon jeu de plateau. Et il y a un moment donné où tu n'es plus dans le scénar. Il y a des moments, par exemple, je te donne un exemple. Du point de vue de l'immersion, si tu veux, il y a des moments, par exemple, où avec Julien, on échangeait alors qu'on n'était pas dans la même salle.
uniquement sur les meilleures manières de résoudre le problème. Le moment où on est séparés et où on se dit qu'est-ce qu'on fait, on va voir les Macumbas ou alors on retourne, etc. Ça nous sort du jeu. Alors non, ça ne sort pas du jeu, pardon, excuse-moi. C'est plus une dynamique sim, du coup. C'est une dynamique vraiment ludiste où on se dit, alors oui, mais et Julien qui dit, oui, mais on n'a pas le temps, stratégiquement, c'est pas bon. Tu vois, on est en train de... Il faut savoir qu'au bout d'un moment, cette dynamique, elle est aussi intégrée dans ce système, avec ce système de Shahani qui, à un moment donné, va te permettre de communiquer par télépathie avec les autres. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Ça, on va l'intégrer dedans. Après, voilà, ce système des 3D, des choix stratégiques, enfin, tu vois, c'est les 3 trines du monde de Shahan que tu convoques aussi pour résoudre ton problème. Tu vois. Je suis d'accord. Tu restes quand même, c'est pas complètement déconnecté. Tu fais pas un mini-jeu de plateau qui n'a rien à voir pour résoudre tes actions. Alors Vincent, qu'on soit bien clair, c'est pas un défaut que je suis en train de signaler là. C'est parce que le jeu il est parfait comme il est. Enfin, moi je le trouve vraiment très très bien ce jeu. Pour peu qu'il soit aussi bien expliqué que la partie qu'on a faite ce soir dans la base, parce que ça je sais pas, je l'ai pas lu la base, hein, donc j'en sais rien. Peut-être que si ça se trouve on n'arrive pas à aboutir à une partie aussi bonne parce que la base est mal écrite. Ça je ne juge pas. Si le jeu est aussi bon que ça, il est très très bien. Franchement, ça va être difficile de trouver une critique négative, un ludiste qui débarque, qui dit ça va être difficile. Vraiment, je pense qu'il y a matière de s'amuser. Ce que je te dis là, c'est la manière dont le jeu m'a été vendu jusqu'à maintenant, ce que j'ai entendu de Shahan et tout. Je me suis dit, putain, j'ai vraiment envie. Regarde, ma réaction, pourquoi j'ai choisi un Délion, je me suis dit, parce que j'ai envie d'explorer ce personnage qui a des sens différents. Parce que, est-ce qu'au final, je l'ai exploré? Est-ce que ça a été un enjeu? Il y a un moment seulement. Le moment où ils vont à table, où ils sont en train de manger à table et où moi, je vais dans les sims pour me régénérer, où tu me dis, oui, c'est vrai que t'es un peu exclu parce que un moment seulement. Et tu vois, c'est un regret personnel parce que je pensais que c'était comme ça, mais c'est personnel. Les personnes qui n'ont aucun préjugé sur ce jeu, qui vont le découvrir, ils vont l'adorer. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas un défaut, tu vois. Non, c'est pas un défaut, mais par contre, c'est quelque chose. Il est cohérent ce jeu, il est super bien. C'est quelque chose qui peut être. Alors, comme on disait, l'itinérance, c'est une clé d'entrée pour créer des scénarios. Après, en faisant les personnages, chaque joueur, le groupe se constitue, le meneur de jeu s'adapte aussi aux volontés des joueurs. Si le but de la table, c'est justement d'explorer ce genre de choses, on va se retrouver avec une campagne où justement ces aspects-là en particulier vont être explorés. Tu penses que le système de jeu permet aussi de faire du simulationnisme, de récompenser les joueurs pour le fait de bien jouer le Délion? Non, après, t'es dans de la narration. Ah, mais du coup, t'as plus un système qui porte le truc. Ça devient ce qu'on appelle du simulationnisme à la vanille, du narrativisme à la vanille. On dit ça, tu connais cette expression? Non, pas du tout. Alors, pour l'expliquer rapidement, c'est les jeux qui font... Tu fais quelque chose d'autre avec un système qui n'est pas dédié pour. Typiquement, tu fais du D&D, tu utilises soi-disant le jeu D&D pour draguer une princesse, tu fais du narrativisme à la vanille. Parce que tu es en train d'utiliser un jeu qui n'est pas fait pour ça. Moi, je pense que ce jeu, il est fait pour être un jeu ludiste. Si tu essayes de faire du sim, ça marche pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est, je vois pas en quoi tu as besoin d'un système un système de règles en fait pour ça. Là où finalement, ça peut se faire juste par la narration. C'est juste l'ambiance qui va. L'ambiance, la narration. Enfin, ça va être plus facile de le développer en campagne en plus, parce que en one shot forcément. Mais je te donne un exemple tout con. Dans ce sens, je suis désolé, hein, je parle du jeu simulationniste que je connais le mieux. Dans ce sens, t'es sanctionné parce que tu parles alors que ton personnage il a pas la parole, quoi. Et tu prends un point d'immersion négative et voilà. Et tu vois, t'as des sanctions. Alors après, t'as un système de carottes et inversement, t'es récompensé quand tu joues ton personnage parce que tes propositions sont automatiquement validées. Donc là, t'imagines. Tu dis, je répare un truc, si c'est cohérent, ça passe automatiquement. Donc là, du coup, c'est les joueurs autour de la table qui... Là, inversement, c'est pas cohérent, tu prends un point d'immersion négative. Ouais, le système est pris dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que les travers des joueurs sont intégrés au système. On sait qu'ils vont parler entre eux, même s'ils sont pas dans la même pièce. Du coup, tu as une dynamique de Shahani qui va expliquer ça. Ce que tu n'as pas dans un scénar d'introduction, on est d'accord avec toi. Mais dans une campagne où tu vas avoir ça qui va se développer au bout d'un moment. Et puis tu peux récompenser en point d'expérience un personnage qui s'est impliqué dans son rôle, qui a eu des bonnes idées. Alors voilà, c'est ça. Ah voilà. Alors oui. T'as des motivations.
Oui, t'as des motivations, mais on s'en est pas du tout servi. Mais là, des motivations dans un one-shot, d'introduction, ça, c'est... Bon. Okay. Ce que tu veux dire, c'est que le simulationniste des moments simulationnistes vont émerger au cours du jeu, plus les personnages joueront depuis longtemps ensemble, plus il y aura des dynamiques simulationnistes qui vont se mettre en place. Ça, je te crois volontiers parce que je pense savoir pourquoi et tout. J'ai une théorie là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir de toute façon, c'est que dans la théorie de la Forge, qui de toute façon sur le narrativiste, tout ça, de toute façon dépassé, que même eux, aujourd'hui, ils en parlent plus, ils trouvent que c'est dépassé, que c'est vieillot, etc. Il y a toujours des moments. On est parti. Il n'y a pas de jeu ludiste, il n'y a pas de jeu narrativiste, il n'y a pas de jeu simulationniste. C'est que des moments. Là, on voit bien que le jeu encourage les moments ludistes, qu'on a des moments ludistes, etc. Ce qui n'empêche pas des moments simulationnistes, comme tu disais, Vincent, d'émerger. Ça, je ne nie pas. Mais tu vois, moi, je pensais que vraiment la proposition créative qui serait encouragée quand j'entends parler de l'univers de Shan, parce que qu'est-ce que vous faites pour parler de Shan ? Vous n'êtes pas en train de dire, vous jouez des personnages qui devaient résoudre des situations en trouvant des solutions originales avec des personnages donnés. Si, rétablir l'équilibre. C'est pas vrai. Vous êtes en train de nous charmer avec des races différentes, en train de nous faire rêver avec des mondes différents. C'est ce qu'on t'expliquait au départ. Pourquoi est-ce qu'il y a cette deuxième édition ? Parce que la première, c'était un univers génial et un système de jeu qui ne fonctionnait pas. Ouais. L'univers en lui-même, il est toujours là, mais c'est vrai que la base de travail, c'était un système de jeu qui fonctionnait. Ouais, ça fonctionne. Mais voilà, je pense que l'univers en tant que tel, il est suffisamment riche pour ne pas avoir besoin de mécanique de jeu pour explorer ces... Voilà. Ça vient tout seul à la table. Le pire, c'est que je suis d'accord. Je vous avais dit, de toute façon, que je chercherais... Putain, on l'a mouché. Le pire, non, mais je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que sur le long terme, je pense qu'effectivement, même le joueur qui aime bien les moments simulationnistes, effectivement, sera servi. Je pense quand même qu'au départ, il sera gêné vraiment par ces moments de ludisme où les gens vont se lever et tout. Il se dira, putain, merde, j'ai vraiment envie d'y être. Quand tu commences à jouer à Shan, il faut intégrer une somme d'informations, tu vois, ne serait-ce que ta race, ton peuple, ta caste. Ouais, alors. Tu vois, quand tu commences, voilà, il faut. Je t'arrête tout de suite, Vincent. On pourrait croire que c'est un. Alors d'abord, on pourrait croire que dit comme ça fait un peu un défaut parce que c'est comme s'il y avait un coût d'entrée énorme. Moi, j'y connaissais rien. Enfin, ok, j'avais joué à la première édition il y a vraiment très longtemps. Regardez, j'y connaissais rien. Quand je suis arrivé avec les races, j'ai regardé rapidos. J'ai fait un podcast avec vous de 2 heures. Ah, tu parles. Mais tu sors de cette première partie, tu ne sais pas tout sur les délions. Est-ce que tu sais dans quoi ils habitent, quel est leur alphabet, quel est leur, tu vois. Mais ça m'a pas empêché de jouer. Non, mais c'est des choses que tu vas découvrir petit à petit. Je veux pas dire, mais par rapport à Dogs, moi je trouve que par rapport à, alors non, peut-être pas Dogs, c'est un mauvais exemple, mais par rapport à des jeux comme Polaris de Ben Lehman, Blitzstage, des jeux qui ont des courbes d'apprentissage qui sont extrêmement difficiles, où au début tu rames vraiment pour comprendre comment le jeu fonctionne et comment encourager bien les mécaniques. Là, Shan, moi j'ai pris le jeu en main directe, hein. Et pourtant je suis pas habitué au ludisme, hein, parce que les jeux ludistes, j'en ai pas beaucoup fait. Hein. Mais par contre, t'en apprendras, à mon avis, pendant un petit moment de partie en partie. C'est cool, mais tant mieux. Et moi, pour moi, parce que dit comme ça, on dirait que ouais, il y a un coût d'entrée, faut vraiment apprendre. Parce que D&D, il y a un coût d'entrée, par exemple. Le temps que tu mets à comprendre ton personnage, à le faire, le temps que tu mets à comprendre comment le système fonctionne. Warhammer, il y a un coup d'entrée, tu vois. T'as des règles, c'est compliqué, il y a des règles d'initiative, des tableaux d'initiative, machin. Shan, je trouve que le système, bien que ludiste, est hyper simple. Tu rentres dedans, nickel. Je trouve très exigeant vis-à-vis de ton propre jeu. Et moi, je suis assez d'accord. Le côté, il y a un coup d'entrée dans le côté, comment est-ce que tu vas faire passer aux autres que toi, t'es un des lions ou un Woon. Tu vois, c'est ça qui est pas forcément gagné d'avance, d'arriver à avoir, la culture des lions en tête suffisamment pour pouvoir la passer aux autres. Alors peut-être que là, faire petit à petit en fait. C'est-à-dire que tu vas commencer par des choses, tu vois, comme tu as commencé avec la photosynthèse, et puis petit à petit tu vas intégrer de nouvelles données. Quoi. Soit c'est pas un coup d'entrée énorme, c'est une courbe d'apprentissage qui va se faire petit à petit au cours des premiers scénarios. Enfin bon. Deux choses là-dessus. Et c'est intéressant parce que en même temps de découvrir ta propre race, tu découvres aussi celle des autres en même temps. C'est ça. Ça c'est très bien, oui. Tout à fait. Justement, on s'enrichit vachement comme ça. On découvre le jeu vachement pas mal comme ça, ouais. Deux choses là-dessus, Vincent, vraiment, c'est que en général, les jeux ludistes, le coup d'entrée, c'est des règles, beaucoup de règles, parce que évidemment, on est en compétition, donc il faut que les règles égalisent les chances de chacun. Donc du coup, généralement, pour ça et pour que ce soit intéressant, pour qu'il y ait de la stratégie, il faut plein de règles. Regarde, même les échecs, qui sont un jeu simple, n'empêche que tu peux pas l'apprendre à un gosse trop petit, parce que il y a quand même des règles de déplacement des pièces, c'est compliqué, tu vois, parce que
la stratégie implique des règles complexes pour qu'il y ait des chances de se tromper, qu'il y ait des chances de faire des erreurs de calcul, etc. Là, c'est pas du tout le cas dans Shan. C'est hyper simple et pourtant c'est ludiste. Ça, c'est le premier point. T'as des tonnes de règles. Enfin, je veux dire, le livre de base, les règles sont une partie conséquente, quoi. Tu vois, expliquer à un débutant. Moi, je suis vraiment un débutant derrière. Ouais, expliquer à un débutant. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Expliquer à un débutant, c'est simple, mais t'as quand même des règles. C'est pas un feuillet de 3 pages, si tu veux. Oui, non, mais je suis d'accord, mais bon, t'as un dé jaune, t'as un dé rouge, t'as un dé bleu, c'est hyper accessible. Enfin, c'est quoi? C'est les couleurs de Play School, ça, le jaune, le rouge, le bleu. Le primaire. C'est les couleurs primaires. Bon, voilà, c'est primaire. Non, mais c'est voilà. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que peut-être que mon ressenti de non-complexité à ce niveau-là est lié aussi au fait que dans ce jeu, dans cette partie, il n'y avait qu'une seule espèce qui était décrite, à savoir les Woon. Peut-être que si on avait été dans une grande ville avec beaucoup d'espèces différentes, j'aurais été un peu perdu. C'est vrai. Peut-être que ça vient de là aussi, le fait que j'en ai pas chié, quoi. Mais voilà. Du coup, comme je suis le seul à faire des remarques, j'ai beaucoup parlé pendant ce podcast. Désolé pour les auditeurs qui ne supportent pas ma voix. Je sais qu'il y en a. Je suis vraiment désolé pour eux. Ils ont souffert. Voilà. Je crois que j'ai abordé toutes les questions que je voulais aborder avec vous. C'est vraiment en conclusion, vous pouvez pas donner votre avis parce que, si peut-être toi Marc quand même parce que t'es que testeur, t'es pas auteur du jeu, mais. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui t'a emballé dans Shan? Pourquoi t'as adhéré? Pourquoi t'as testé? Pas l'univers. Je le disais, je suis pas du tout sur ces types d'univers-là, de monde-là. Par contre, c'est toute la mécanique de jeu qui était même pas d'ailleurs celle-là au départ. Elle a pas mal évolué. Et ça se voit qu'il y a du test derrière. Quelques années du travail. Et jusqu'à la logique de Shahani, qui me plaît beaucoup à Shan, le fait de pouvoir jouer des méta-personnages de manière facile, quoi, avec toujours 3D. Ça c'est voilà. Et l'aspect pouvoir résoudre ces actions. Alors là, ça prend une dimension encore plus poussée en Shahani, parce qu'on lance ces 3D et on fait 3 actions. Donc pour résoudre potentiellement le même problème, on a 3 actions. Et si ça a foiré encore, on va se creuser la tête pour essayer de trouver une solution en esprit ou en âme, alors qu'on comptait évidemment le faire basiquement peut-être encore. Et puis voilà. Donc c'est ça qui m'a vraiment emballé sur ce jeu. Ouais, le côté on aborde les problèmes par tous les bouts en fait. Ouais. On réfléchit et parfois justement, vu qu'on a l'impossibilité de le faire par un moyen, on est obligé de réfléchir à une manière de le faire différemment. Moi, ce qui me plaît bien aussi, c'est l'aspect, on n'en a pas du tout parlé, mais l'aspect aussi sacrifice. Le fait que pour réussir une action, tu vas devoir sacrifier un point de corps ou quoi, et donc calculer à long terme en te disant mais après je vais être totalement faible encore, il va falloir que un tel me protège, parce que si je suis attaqué au corps, il faut que je reste à côté du failing, parce que sinon je suis vraiment dans la merde, je suis vulnérable. C'est gérer ses temps de repos. Ah ouais, c'est vraiment bien ça. C'était une des critiques de la première édition, mais qui était fausse, mais rien n'est jamais tout blanc ou tout noir dans l'univers de Shan, et si tu veux, t'as toujours une contrepartie à ce que tu fais, quoi. Ouais. Alors que ce soit dans le système de jeu où tu as cette notion de sacrifice, mais même dans l'univers ou dans les aventures que tu peux faire. Comme là, la conclusion du scénario ne pouvait pas être à 100% bonne. Heureuse, ouais. Il y avait forcément une partie qui se faisait léser. Ouais, non, mais forcément, c'est clair. C'est vraiment un jeu de rôle. Ouais, c'est vraiment un jeu de rôle intéressant pour tous ceux qui travaillent en fait sur des jeux ludistes, quoi. Vraiment à tester, à voir, c'est vraiment très bien fait parce qu'il y a une métaphysique forte derrière ce ludisme. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est ça, quoi. Je sais pas. Il y aurait beaucoup à dire vraiment sur ce jeu. Moi, en tout cas, j'aurais beaucoup à dire sur ce jeu parce que je pense qu'en un sens, le monde réel est ludiste en fait, et que faire une métaphysique pour un jeu ludiste, c'est très bien simuler des enjeux de pouvoir, des enjeux sociologiques, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je pense que vous pouviez pas mieux traduire modéliser le côté Game of Thrones de Léocie, parce qu'en fait il y a un vrai côté Game of Thrones en Léocie. Ouais. Tu voyais, s'il faut faire un jeu de rôle Game of Thrones, alors je sais qu'il existe déjà, mais je pense que, j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il y jouait, donc je sais pas s'il est très joué, mais un jeu Game of Thrones qui s'inspirerait de Shan, ce serait un carton.
Un carton. Parce qu'à mon avis, c'est typiquement le genre de système qui colle parfaitement à ce genre d'univers où il y a des jeux de pouvoir entre différentes factions. Je vois Julien Topine du chef. Tu payes de ta personne pour obtenir des avantages. Non, c'est vraiment pas mal. Et ça va même plus loin dans le délire d'Igor. Ça sera développé aussi dans un des suppléments. C'est que, au niveau faction, etc., c'est très représentatif. Enfin, le système est impliqué là-dedans. Mais également au niveau presque universel, parce qu'il a développé toute une genèse du monde, comment les forces universelles agissent et créent la vie, etc. Et tout ça est lié et cohérent. Question qui fait peur un peu pour finir, mais il y croit. Non. Est-ce qu'il croit au Shan, Igor ? Je pense que la philosophie en elle-même est pas... Non, mais je pense il pense pas qu'il peut influer sur la réalité avec le Shan, mais c'est aussi une philosophie de vie, le Shan, si tu veux, derrière, qui est assez positive et assez cohérente aussi avec sa personnalité. Avec sa personnalité. Je veux dire, pour toi, c'est évident, mais on s'amuse souvent à faire des parallèles avec la vraie vie, mais ça reste pour déconner aussi. Mais non, alors, moi, je vous rassure, par exemple, dans Sens, qui est un jeu dans lequel la métaphysique est très forte aussi comme ça. C'est un jeu dans lequel nous on s'amuse constamment à dire lui je l'ai rencontré, il a une rune de Cosmo, ok, fort, je peux te le dire. Et ça, tous les gens qui jouent à Sens, ils sont amenés à faire ça. Et je pense que les gens qui joueront à Shan, t'inquiète, ils seront amenés à faire ça aussi. C'est ce que j'appelle des jeux à caractère horoscopique. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que c'est des grands symboles qui cadrent totalement l'univers et en fait c'est une espèce de grand modèle que tu appliques sur tout et qui marche sur tout et qui. Il y aura d'ailleurs un système de divination aussi dans le supplément avec des tarots. Alors pour finir, où est-ce qu'on peut trouver Shan là ? Parce que là, moi je vais en boutique. En boutique, ouais. Il va être distribué par Yellow, donc on va pouvoir le trouver dans toutes les boutiques spécialisées, en vente sur le site internet aussi. Oui, sur le site. Ça va avoir lieu très bientôt parce que vu que le podcast est enregistré un peu en avance, je sais pas si alors là, ça se trouve il sera déjà sorti. On est fin septembre, je pense fin octobre maxi, il est sorti, non mois de novembre. Normalement, il va faire le trajet pendant le mois d'octobre et puis il sera livré au mois de novembre par là. D'accord. D'accord. Ça, c'est environ à la louche. Livre de base. Le livre de base. Après, il y a 4 suppléments qui sont prévus. Ouais. Puisqu'on nous a dit qu'un livre de base de 900 pages, c'était pas sérieux. On était obligé de le scinder. Putain, il y a un livre de 900 pages, c'est vraiment pas sérieux. Non, mais c'est-à-dire au départ, il y avait pas, on n'est pas parti en se disant on va se faire éditer quoi. Enfin, c'était une espèce de fantasme complètement fou quoi. Donc du coup, on a fait quelque chose, voilà. Pour nous, qu'est-ce que vous mettez sur 900 pages quoi, je veux dire. Tu verras. Ouais, mais vraiment j'ai hâte parce que si tu veux le livre de base, donc c'est tout le corpus de règles. Et une présentation du monde, une présentation générale de l'univers. Ce que tout le monde en connaît. De ce que tout le monde, de ce qu'un néocien érudit en connaît, si tu veux. D'accord. C'est les choses en superficie. Shan, c'est un jeu à secret, si tu veux, mais qui n'est pas écrit comme un jeu à secret. C'est-à-dire que dans le livre de base, tu vas pas avoir tel événement, telle chose est très mystérieuse, aller acheter ce supplément pour avoir la réponse, si tu veux. On va te donner la version officielle des choses. Et dans chaque supplément, donc, qui parcourt une thématique particulière, donc les humains, les résistants, les nécrosiens, les magiciens, tu vas avoir la réalité des choses, quoi, ce qui se passe en dessous. Chaque point de vue. Chaque point de vue, ouais. En fait, tu auras tous les points de vue, mais tu n'auras pas la vérité. C'est comme dans la vraie vie. Non, voilà. Alors, par exemple, c'est pour la Révolution, tu vas avoir ce que tu as dans le livre d'histoire, dans le livre de base. Et dans les humains, la révolution vue par les humains, la révolution vue par les résistants, la révolution vue par les nécrosiens, etc. Putain, vous êtes... Enfin, ça, c'est la dernière idée que j'ai eue. Maintenant, oui, d'accord. Que j'en mette ça. Mais je trouvais ça... c'est à peine ambitieux comme truc déjà, tu sais. La plupart a été écrite. Ah ouais, vous avez déjà bien bossé, quoi. Et donc là, la première livraison, ce sera le livre de base qui fait 400 pages, couleur, cartonné, tout ça. Plus le poster de la carte du monde, en fait, qui est vraiment un support de jeu pour nous. C'est le grand bac à sable de Léo aussi. Un peu le plateau de ce jeu de rôle, finalement. C'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire que chaque lieu correspond à un scénario, en fait. Ouais, quasi, ouais. Il y aura des lieux indiqués dessus qui correspondent à des scénarios. Chaque lieu est décrit, en tout cas. Soit sur le site internet, soit dans les suppléments. Il y a aussi les dés Shan, les cartes pouvoir, justement. Chaque joueur pourra avoir ses cartes pouvoir avec l'effet écrit dessus, puis pouvoir les activer, etc. Et l'écran avec un livret de scénario. Et ensuite, là, on est en train de travailler sur la mise en page des 4 suppléments qui feront chacun 160 pages.
et qui arriveront après de manière échelonnée à peu près tous les 6 mois, on espère. En tout cas, bravo pour ce travail. C'est vraiment un travail. C'est très. Mais on sent que ça a été mûri, testé. Vous avez commencé à jouer à Shan à la première édition. Vous y avez vu les défauts. Vous avez essayé de l'améliorer. Vous avez contacté Igor, il a accepté. Vous avez fait le travail. Enfin, ça se sent vraiment que c'est un travail de longue haleine et tout. Franchement, bravo. C'est un très bon jeu. Et encore une fois, je le conseille même du point de vue des jeux de rologue qui s'interrogent sur ce que c'est qu'un jeu ludiste qui ne soit pas justement un jeu de plateau, finalement un jeu ou d'un jeu de figurines, parce que souvent on pense jeu ludiste en tant que jeu de rôle, on imagine figurines, Warhammer, plateau, on imagine tout ça. Et ben là voilà, on a un jeu ludiste. Alors Fabien Hidvine dit aussi de Monostatos que c'est un jeu ludiste. Moi j'ai jamais compris pourquoi, mais il le dit, et donc il paraît que ça se teste aussi. Mais moi ça, par contre, j'atteste, c'est sûr, c'est ludiste. Et pourtant, encore une fois, c'est ce que je dis, mais bon, Vincent me croit pas, il ne veut pas être d'accord avec moi, mais pourtant, je trouve que le jeu est vendu comme un jeu sim. Donc, faites attention, mais il devient sim au fur et à mesure des parties. C'est parce que l'univers l'univers et toutes les thématiques sont quand même très très importantes, quoi, au-delà du système de jeu, du système de résolution. Tu vois, je veux dire. Ouais, bien sûr. Elles influencent même la manière dont tu choisis, tu fais tes choix de résolution. Il y a un propos dans Shan. Ouais. Ah non, mais attention, tu vois, un jeu ludiste peut avoir un propos. Bah, la preuve. La preuve. D'ailleurs, quel serait le propos de Shan si tu devais... Moi, je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais bon. Oh, il y a plusieurs propos dans Shan. Ouais. S'il fallait Pour moi, là, actuellement, Shan, c'est un miroir de notre société. D'accord. Voilà, donc... on sent... Alors... C'est marrant parce qu'on sent vraiment que c'est votre propos à vous sur sur Shan Renaissance. Sur la première édition, moi, j'entendais plus le propos. Il faut tout pour faire un monde. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais là aussi, il y a cette idée-là. Mais oui, il y a toujours cette idée-là. Ça reste, il y a toujours cette idée-là. Le propos de la première édition, pour être plus précis, c'était plutôt le propos de la colonisation, la description déguisé du massacre des Américains sur les Indiens. Mais ça, c'était quelque chose qu'Igor avait vécu. Enfin, oui, là, il le raconte dans le podcast qu'il avait enregistré. Moi, c'est vrai que la colonisation, c'est les livres d'histoire pour moi. Tu vois, quand je suis né, c'était déjà terminé. Là, Shan, deuxième édition, avec cette société de consommation et de finance qui nécrose les gens, c'est mon quotidien, si tu veux. Voilà. Ouais. Chaque auteur fait le Shan qui lui ressemble. Bah voilà, c'est à peu près ça. Ouais. En tout cas, bravo. Merci à vous d'être venu présenter ce jeu. Merci de l'avoir écrit. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir tenu tout ce long podcast où je n'ai fait que de bavasser. Merci de nous avoir invités. On vous retrouve jeudi prochain. Merci de votre fidélité. On vous retrouve. Je commence à bafouiller. Jeudi prochain pour un prochain podcast. Merci à la team Shan d'être venue. Salut. Ciao. Au revoir.